vraiment, quand on s'est lancé, on avait rien. Tu vois, genre, quand on travaillait, on gagnait 500 € par mois. Comment, à 4, déjà lancer une boîte de conseils à 400 000 € sur la première année? Et il y a le projet qui est en train de planter complet. Clairement, on leur a dit, écoutez les gars, le rachat ça se fera pas, c'est pas possible. On a une semaine de trésorerie. Soit on se lance dans une start-up, on y va de foutu pour foutu, on fait un projet. Soit on met la clé sur la porte. En fait, c'est ça qui est cool avec Abi, c'est que maintenant, quand on fait quelque chose, ça peut avoir de l'impact à l'échelle de la France. Benjamin, Jérémy, Salut. bienvenue dans le podcast. Hyper content de vous avoir tous les deux ici parce que Ben, on s'était rencontrés il y a 6 mois Ouais, c'est ça. lors d'une édition de La Bulle, un événement comme ça organisé par des potes entrepreneurs. Et du coup, Jérémy, enchanté. Nous, on se connaît pas plus que ça. Et ça me fait archi plaisir de vous inviter sur le podcast parce que l'idée de ce podcast, c'est vraiment d'essayer de discuter un petit peu de la création d'un business, que ce soit un logiciel, un SaaS, une application, peu importe, en tant que dev. Je sais que tu as des compétences de dev, toi aussi. Je sais que vous êtes tous les deux des profils un peu techos, du coup c'est cool. Ce que je vous propose, de commencer déjà à se présenter Yes. vous deux, chacun de votre côté, du côté perso, et après peut-être qu'on fera le lien entre comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et la naissance de Abi, parce que ça va être le sujet. Yes. Vas-y, je t'en prie. Du coup, moi, c'est Jérémy. Je commence un peu pro, CTO et cofondateur de Abi. Alors, le perso et pro, donc, sont un peu mêlés parce qu'on s'est rencontrés assez tôt avec Benjamin, Nicolas et Corentin. On s'est rencontrés à l'école, on est devenus meilleurs potes, en fait. Et en fait, depuis là, l'aventure a commencé. On s'est dit, on va travailler ensemble. On va monter des business ensemble. Donc voilà. Vas-y, je te laisse continuer si tu veux. Du coup, donc Gégé l'a dit, on s'est rencontrés dans une école d'ingénieurs. Donc moi, c'est Benjamin, ingénieur informatique. Du coup, on a fait une école, un master en école d'ingé. On a vraiment kiffé de ouf le code. Tu vois, c'est vraiment un truc, c'est notre passion, quoi. J'ai envie de dire, le jour où je dev plus, je suis un peu, on sera un peu triste, je pense. Et voilà, on a grandi un petit peu dans la technologie. Quand on avait 12 ans, avec un de mes associés, on a monté une chaîne YouTube, un peu à ton instar sur l'iPhone. On faisait des vidéos sur, tu vois, genre comment bidouiller un iPhone, etc. Avec qui, du coup? Avec Corentin. Du coup, en fait, on a toujours été branchés de ouf dans l'informatique, dans la bidouille et tout. Puis c'est comme ça, en gros, qu'on est devenu un ingé informatique, quoi. C'est vraiment un parcours qui s'est fait sur plusieurs années. On s'est la retrouvé, la chaîne YouTube. Sans doute, si on cherche un peu, on peut la retrouver. C'est pas le but. Il y a des coupes de Justin Bieber et des Black Ops, donc. Il y a eu un peu de tout, des frag movies de Call of et tout. Enfin, c'est vraiment il y a eu un peu de tout sur cette chaîne YouTube. C'est cool ça. Du coup, à 12 ans, il y a combien de temps du coup que vous avez lancé la chaîne? C'était en 2012. À l'époque, c'était dur. On avait et on a quand même eu des vidéos qui ont fait 250 000 vues. En 2012, donc tu vois, c'était quand même assez énervé. C'est pas mal. On a été sponsorisé par un mec qui vendait des coques d'iPhone. Non mais on avait 12 ans, enfin tu vois bien, il parlait à des gosses, c'était n'importe quoi. On avait créé un site web sur un truc comme Wix, mais c'était pas Wix parce que ça existait pas à l'époque. Donc tu vois, en fait, on était déjà dans la débrouille dès qu'on était petit, quoi. Bon, Jérémy n'était pas encore là, c'est une pièce rapportée par la suite. Parce que du coup, donc toi et Corentin, vous connaissiez depuis avant l'école. Bien avant. Vous avez fait la même école ensemble et c'est là que... En gros, on s'est rencontrés au collège. J'ai failli être dans sa classe en 6ème. Il a changé, il a été en classe hand ou foot, je sais plus. Et je l'avais déjà rencontré à cette époque-là. Et ensuite, on a commencé à se parler, je pense on était en 5ème, 4ème. Puis on s'est suivi jusque encore maintenant, quoi. On a eu le temps de faire pas mal de choses. Parce que du coup, pour remettre dans le contexte, là, vous avez quel âge tous les deux? 26 ans. Oui, 26. J'hésite toujours avant de dire mon âge parce que je sais jamais. 26 ans. Non, c'est cool parce que en vrai, on va le voir après. Par rapport à ce que vous êtes en train de construire, je trouve que c'est assez dingue. Enfin, moi, pour avoir le même âge, même un peu plus, je me dis putain, il y a deux. En fait, tu sais, t'es obligé tout le temps de te comparer. Tu te dis, il y a 2 ans, j'étais où à votre âge et j'étais pas du tout là, quoi. Alors, c'est pas, j'ai pas forcément le même objectif, etc. Mais c'est cool. Nous, on se le dit souvent, tu vois, qu'on a de la chance d'être là où on est. Je pense que notre plus grande chance, c'est d'être à 4. Ça a été au début le truc le plus dur à gérer, parce que t'as forcément 4 avis, même si, toi, je sais que,
Jérémy, c'est quand même la personne qui a le moins d'ego de nous 4, je pense. Donc, tu vois, genre, en termes de discussion et tout, il a toujours été ultra, J'arrive à pas raisonner le truc, disons. Ouais, t'es un peu le garde-fou des 4. Et, ça dépend sur quel sujet, mais disons que les sujets où on se prenait un peu la tête et tout. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça fait quand même combien de temps qu'on travaille sérieusement ensemble? Depuis 2017, quoi. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ça fait 7 ans qu'on travaille sérieusement ensemble, même, oui, 10 ans, quoi. Et, on a appris à travailler, à avoir nos habitudes et tout, et du coup, en fait, ça a toujours été une évolution, quoi. Et puis là, on s'en rend compte, oui, on a commencé à avoir un truc qui est gros, mais ça s'est fait petit à petit, quoi. Ok. Bah justement, revenons un petit peu sur les prémices d'Abi, ou déjà, est-ce qu'il y a eu autre chose avant? Parce que j'ai épluché un petit peu, j'ai fait ma petite documentation et j'ai vu qu'il y avait 2-3 projets à droite à gauche. Alors, la chaîne YouTube, bon, c'est bien d'en parler, mais je suppose que c'est encore un autre niveau. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu des projets entrepreneuriaux avant? Est-ce que vous, de votre côté, c'est votre 2e, 3e, 15e boîte? C'est quoi un petit peu le background? Oh, ça remonte, hein. Alors, Nico, je pense que c'est celui qui a fait sans doute le plus de bouteilles, parce que il s'est déjà lancé en faisant une petite boîte de réparation d'ordinateur et tout. C'est comment s'appelle déjà sa boîte? Ordi Assist. Ordi Assist. Donc voilà. Moi, je réparais des ordinateurs de mémé quand j'étais au lycée. Okay. En fait, mon objectif, c'était d'avoir un PC gamer Master Race, mais les parents, bon, voilà, ils sont pas, Donc, du coup, j'ai pris une petite feuille, j'ai mis mon numéro de téléphone, j'ai mis ça dans les boulangeries pour commencer à réparer les ordis. Et j'ai pu avoir mon ordi, donc j'étais content. Donc voilà, je pense que ça commence un peu assez tôt d'essayer de se débrouiller. Oui. J'ai un peu perdu le fil déjà. Et puis après, on a commencé à bosser ensemble en 2016. En fait, on a créé des entreprises chacun tous les 4. Ouais, en freelance quoi. Ouais. Donc c'est ce qu'il disait. Nico, lui, il a commencé en 2012 peut-être, parce qu'il est un peu plus vieux que nous. Il a 2 ans de plus. Après déjà à l'école, vous étiez lancé sur un projet de site web. De site web. Notre premier projet à 3, c'était un site e-commerce. De vente de jouets un peu style Le Bon Coin. Ok. Avec une fonction de un peu troc et tout. Enfin, c'était un peu e-commerce ou marketplace du coup. Ouais, marketplace, e-commerce. Il y avait on gérait l'achat déjà à l'époque. Donc c'était le premier gros projet qu'on avait fait. On avait bossé dessus 3-4 mois. Bon, on le ferait maintenant. On s'y prendrait pas de la même manière. Forcément, on n'avait pas beaucoup d'expérience, mais ouais, c'est le plus gros projet. Et ensuite, après, l'année d'après, on a commencé à bosser sur des grosses applis, tous les 4. Ouais. En freelance. Nicolas aussi qui s'était lancé sur une application un peu, c'est la vague crypto-monnaie Bitcoin. Ouais. Donc, on a commencé un peu aussi à surfer là-dessus. Nicolas avait essayé de monter un gros projet. Il avait invité des belles personnalités sur Nancy. Et il a eu Asher. En conférence, quand Asher était encore petit, il devait avoir 50 000 abonnés. Parce que là, c'est quoi, 2016? 2017, 2017, ouais. Donc, il était incubé dans un pôle étudiant, où, en gros, t'avais plein de projets et tout. Et du coup, il avait monté un projet. L'idée, c'était d'avoir peut-être t'en parleras mieux que moi, d'avoir un... Alors, il y avait MainGuard et TradingGuard. En gros, l'idée, c'était à la fois de faire une sorte de plateforme de trading de crypto et en même temps de monter des bécanes de crypto-monnaie. Du coup, on avait lancé une bécane chez un client, un gros client nancéen. Le but c'était de faire des rigs quoi, tu vois, genre essayer de surfer un peu sur la crypto. In fine, j'ai un peu abandonné le projet en cours de route parce que j'ai rejoint Benjamin pour une grosse appli de comptabilité. D'ailleurs, c'est un peu là où a commencé un peu notre expérience de compta. Ouais, de compta. Où du coup, on avait fait une refonte de logiciel, je dirais le nom de l'entreprise, mais du coup, c'était une expérience qui était assez prenante et on a appris beaucoup de choses quoi. Ok. Donc alors attends, pour bien comprendre là, vous bossiez chacun en freelance, mais un petit peu en mode collectif, tous ensemble. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait des compétences. Toujours bossé en collectif, ouais. C'est vraiment. En fait, on a fait la même école d'ingé. C'est ce que les gens nous ont dit au début. C'est vous êtes des copycats. Vous irez jamais loin parce qu'en fait, des gens qui sortent de la même école et qui ont fait les mêmes études, c'est les mêmes, tu vois, genre. Et en fait, tous les 4, on s'est dirigé sur des compétences vraiment complètement différentes. Tu vois, t'as Jérémy qui est resté quand même très deep dans la tech, donc vraiment qui est resté tech. Nicolas, lui, qui a le rôle de CEO, du coup, qui est plus en mode investisseur, business et tout. Corentin, qui est très axé produit. Alors, à l'époque, c'était plus du design, tu vois, les maquettes, les sites web, les machins. Et puis, moi, j'ai toujours été sur tous les aspects généraux, comptabilité, RH, tous les trucs là, tu vois. Et en fait, on a tous pris un peu notre place comme ça naturellement. Donc c'est ce qui fait aussi la chance de nous 4, tu vois, c'est que on a réussi à se compléter vraiment bien parce qu'on pourrait être 4 mecs qui aiment pas parler, qui restent dans un coin et qui vendent pas leurs produits, tu vois, c'est un peu ça aussi le problème. C'est souvent ça le problème des techs, Des techs, c'est que
Et nous, on n'a pas trop de mal à... Ouais, c'est peut-être moi qui prends le plus la casquette de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que je me souviens quand même, au début, quand on lançait nos projets entrepreneuriats, on avait lancé déjà un premier projet, c'était Omniway. Et les gens me disaient un peu, vous y arriverez pas, ouais, parce qu'en fait, vous ressemblez trop. Enfin, en fait, ils demandaient c'était quoi votre facteur différenciateur dans l'équipe, tu vois. Ouais. Et ils étaient plus en mode, en fait, faut une équipe qui est très hétéroclite, plutôt qu'homogène. Et in fine, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas, quoi. Enfin, le fait qu'on soit depuis potes aussi longtemps, on pense quand même plutôt de la même façon. Enfin, justement, on serre les coudes, tu vois. Et après, effectivement, je dirais, nos compétences se différencient, mais dans l'état d'esprit, je pense que c'est ça le plus important. Ce qui est intéressant, c'est, tu vois, moi, je discute beaucoup avec des co-founders qui vont chercher d'autres co-founders et tout. Et en fait, ils galèrent de fou parce qu'il faut que ça matche sur l'ambition business, il faut que ça matche sur les valeurs humaines, il faut que ça matche, même sur la manière de travailler et tout, parce que on l'a dit souvent, c'est comme un mariage, en fait, de s'associer. Et le truc, c'est que si tu supportes pas la personne qui est à côté de toi, ça va pas durer. Ça va le faire, quoi. Ouais, ça va pas durer. Et nous, on a la chance, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille ensemble. Et en fait, on n'a jamais eu de problème humain à régler entre nous, tu vois, parce qu'on est vraiment alignés. Abby, on sait où on veut l'emmener. On a tous les 4 l'ambition, on sait dans quoi on s'est embarqué, tu vois. C'est pas un truc qu'on va lâcher demain. C'est vraiment un projet où on a envie de s'investir et on sait où on va aller, quoi. Ok. Donc vraiment... en fait, si je comprends bien, c'est plus le côté humain dans l'association qui pour vous est important, et en fait les deux sont importants, c'est-à-dire la complémentarité sur le plan compétences, donc je sais pas, un tech avec un marketeur par exemple, mais si les deux points sont vraiment importants, s'il y en a un sur lequel il faut faire des sacrifices, parce que comme tu dis c'est un mariage et enfin on trouve jamais la personne parfaite. Exactement. Alors, peut-être que oui, mais non, mais même c'est bien ce que tu dis, parce qu'on sait qu'on a des défauts tous les 4, et en fait on les a identifiés. Alors on essaie de travailler dessus pour qu'ils se réduisent, mais le truc c'est que chacun des 4 compense les défauts des autres, tu vois. Ouais. Genre par exemple Jérémy, il a peut-être des problèmes d'organisation par hasard, hein, mais et tu vois, on a 3 autres personnes qui essayent de l'aider à s'organiser un peu. Enfin tu vois, et puis voilà, moi je sais que j'avais tendance à réagir un peu à chaud et tout, et en fait à force de le dire et de le répéter, nous on n'a pas, c'est comme je disais au début, on n'a pas forcément d'ego et on accepte les critiques, tu vois, enfin entre nous 4, on se dit les choses clairement quand il y a un problème et hop on passe à autre chose, on évolue, tu vois, on sait qu'on le fait pour la boîte. Et je trouve la chance qu'on a encore plus ouf, c'est qu'on a réussi à garder une relation amicale et une relation business. Tu vois, genre hier on s'est fait une soirée toute bête, crêpe party avec un jeu de société. Je sais qu'il y a des mecs qui font du business qui seraient pas capables de le faire parce que c'est qu'une relation business. Et nous on a vraiment la relation pote à côté, quoi. Ouais, peut-être parce que vous avez démarré d'abord en tant que pote, c'est ça, et après en tant que co-founder. Et ça c'est vraiment c'est une chance de fou, quoi. Ça, je dirais que Abby, c'est pas le projet, c'est le plus gros projet qu'on a jamais lancé. Par contre, que ce soit après Abby, je pense qu'on continuera à travailler ensemble et on fera d'autres choses, quoi. Vraiment, c'est pas. Et c'est comme on disait au début, tu vois, Abby, c'est cool, ça nous intéresse, mais ça aurait pu être autre chose. Tu vois, on aurait pu, on a fait plein d'autres trucs. Gégé l'a dit tout à l'heure, on a parlé d'Omniway. Omniway, c'était une application pour agréger les mobilités. C'était un peu l'ambition qu'on avait. C'était en 2018, ça, je crois. Ouais, 2018. Pendant Covid, en plus, il me semble aussi. C'était pas terrible. Le moment était pas. était un peu mal choisi. On a un peu les yeux plus hauts que le ventre parce qu'il fallait qu'on essaie d'agréger des organismes publics. Donc, tu peux imaginer ce que c'est. Et du coup, t'as 4 petits gars qui débarquent en mode oui, venez, on fait un truc tous ensemble, la RATP, la CNCF et tout. Oui, oui, vas-y, on dit qu'on fait comme ça. Du coup, c'était un peu pétard mouillé, mais on a un peu cramé nos ailes et on a compris un peu comment bien démarrer, comment mieux démarrer un business. Et en fait, on itère, quoi. Je pense que l'apprentissage le plus important d'Omniway, c'est qu'on a développé l'appli mobile avant d'essayer de la vendre. Quoi que ce soit, tu vois. On a passé 2 mois, alors c'est cool, on s'est fait de l'XP, on était encore à l'école à l'époque, donc c'était plutôt pour faire mumuse le soir. Mais on a développé 2 mois. 2-3 mois une application en React Native. Vraiment, on a essayé de sortir un produit mais de dingue, quoi, genre maquette Figma vraiment bien codé et tout, et au final on n'a jamais utilisé le produit. Donc après du coup pour Abby c'était en fait on vend et après on fait. Donc ce qui est quand même assez dur dans la tête, tu vois, genre de se dire vendre et faire après. C'est dur. Genre le fake it until you make it. C'est sur le papier, elle est très belle la phrase là, hein. Dans la réalité, va vendre une application de comptabilité de facturation qui n'existe pas à des gens. C'est compliqué, tu vois. Genre, c'est on va en reparler de ça, mais c'est drôle cette histoire là de premier business, parce que
Tu me dis, on peut pas arriver sur des organismes publics, des trucs bien carrés avec 4 petits jeunes comme ça, les mains dans les poches, enfin les mains dans les poches entre guillemets. Mais en fait, c'est drôle parce que juste avant, là en off, on parlait notamment des podcasts que vous êtes en train d'enregistrer en ce moment, avec voilà, DGFIP, tout ça, ouais. Tout ça, et c'est drôle de se dire que ce qui a 6 ans, ce que vous considériez comme un échec. Aujourd'hui, c'est un petit peu, en quelque sorte, la revanche en mode tiens, regarde, on l'a fait. Enfin, je pense pas que ce soit vu comme ça pour vous, mais d'un point de vue extérieur, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Et ça fait du bien de se sentir, enfin, je sais pas si le terme est bon, mais puissant, tu vois, dans le sens où on commence à avoir de l'impact. En fait, c'est ça qui est cool avec Abi, c'est que maintenant, quand on fait quelque chose, ça peut avoir de l'impact à l'échelle de la France. Tu vois, genre, on a un pouvoir d'action, que ce soit avec la DGFIP, on fait beaucoup de trucs avec l'URSSAF aussi, hein. Et notre voix est une parole et peut changer la vie des gens réellement, tu vois. Genre, c'est plus juste une parole qu'on s'était dit au début, on veut vraiment changer la vie des... Non, maintenant, on y arrive à le faire et on est capable d'informer des gens, de les aider à construire leur business et tout. Enfin, tu vois, on est passé à un stade au-dessus, quoi. Et même en interne, tu vois, genre, on a 15, 16, 17 employés. Enfin, tu vois, ça commence à être un bon truc, tu vois, genre, c'est marrant. Enfin, on est à un stade qui est assez marrant, là, je trouve. Ouais, on va en reparler parce que je me rappelle la première fois qu'on a échangé, le truc qui m'a tout de suite choqué, c'est que j'étais en face d'un gars qui me dit bah voilà, moi j'ai une boîte qui fait je sais pas combien de chiffre d'affaires avec une quinzaine d'employés, et tu me dis ma problématique aujourd'hui c'est de trouver des bons profils techniques. Et ça du coup on en reparlera juste après. Parlons un petit peu justement de la naissance d'Abi. C'est né comment? Les premières étapes, c'était quoi? Tu nous as dit l'histoire au début que il fallait, que pour ce projet-là, vous avez commencé à vendre avant de créer. Voilà, c'est quoi un petit peu les premières étapes? Vas-y, je te laisse introduire le sujet. Ouh la vache. Alors disons qu'avant Abi, on s'était lancé dans un projet de SN. En fait, on s'était dit faire une startup, c'est quand même assez risqué comme business. Enfin, je veux dire, tu gagnes pas de l'argent et tout. On s'est dit, vas-y, on commence par un truc safe. On fait un cabinet, on vend notre temps, en fait, et on construit des projets avec des clients. Donc, on avait un gros client qui travaillait pas mal avec nous et on était quand même bien maqués, disons. Et il y a eu un moment où il y a une idée vas-y, on fusionne, en fait. On fait une acquisition et on travaille ensemble. Conclusion de l'histoire, je vais faire les choses assez rapides quand même. Ça s'est mal passé. Ça s'est très très mal passé. Le cabinet il commence à gagner de la thune, mais on avait tout arrêté, quoi. En fait, en un mois, on avait évacué tous nos clients. On tournait sur notre trésorerie sans faire rentrer de la thune. Et il y a le projet qui est en train de planter complet à la fin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réunit tout le monde. Je me souviens, c'était un samedi. C'était un samedi matin. C'est un samedi matin, vraiment. Les employés, big up à eux parce que vraiment ils sont tous venus à la boîte. Et en fait, clairement, on leur a dit écoutez les gars, le rachat ça se fera pas, c'est pas possible. On a une semaine de trésorerie. Après, on peut plus vous payer. Soit on se lance dans une startup, on y va, de foutu pour foutu, on fait un projet. Soit on met la clé sur la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, tout le monde a été unanimement, venez, on lance un projet. On teste. Donc c'est ça c'était avant le rachat. Ça, en fait, il y avait le projet de rachat qui ne s'est pas fait, c'est ça? Ça s'est jamais fait. Alors, pour plein de sujets, je pense pas qu'on a trop envie enfin, tu vois, c'est des sujets qui sont enterrés maintenant, mais humains. Enfin, il y avait pas de fit humain et tout avec les personnes, ça s'est très mal passé. Et en fait, c'était global à la boîte, tu vois. Genre, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a eu des conditions qui ont été changées après. Enfin, tu vois. Bref, on a perdu énormément d'argent dans l'histoire. Je pense que c'est un chèque à 150 000 euros, la petite virée de 3 mois là. Et parce que du coup, comme je disais, on avait des sacrés clients avec la boîte. Tu vois, ça faisait un an et demi. On bossait avec Eurovia, on bossait avec les magasins U. Enfin, tu vois, on commençait déjà à avoir un beau portefeuille client. Je pense qu'on a fait 400 000 euros la première année. À 10, dont 6 alternants. Donc ça veut dire vous 4 plus 6 alternants, c'est ça? ça. Grosso modo, c'était à peu près ça. Il y a eu 1 ou 2 devs en plus, mais grosso modo, c'était à peu près ça. Donc tu vois, on avait une bonne activité et tout, mais ça a pas marché. Et en fait, le truc, c'est que comme j'ai dit, c'était vraiment un peu en mode baroud d'honneur. On s'est dit foutu pour foutu, on teste un truc qu'on voulait faire depuis le début. Parce que ce que t'as pas dit, c'est qu'on a essayé de lancer plein de projets en dehors de l'ESN. En fait, parlait donc pendant que l'ESN existait. Vendre notre temps, ça a toujours été un truc qui nous a. On n'est pas fait pour vendre notre temps. Genre vraiment faire une boîte de service, d'agence. C'est pas notre délire. On n'était pas fait pour ça, mais en même temps, c'était un peu une sorte de plafond de verre pour nous. En mode, en fait, on n'était pas capable on se disait qu'on n'était pas capable de lancer un business
sans avoir un truc safe comme ça on vend notre temps, tu vois. Genre, ouais, d'accord. En gros, genre on avait un cabinet, on se disait bon bah on a une source de thunes solide et à côté on va faire des projets start-up qui vont potentiellement décoller, tu vois. Ouais, donc vous avez lancé le cabinet justement parce que vous aviez cette croyance qui était peut-être fondée, mais au début de se dire si je vends pas mon temps, comment je gagne de l'argent, quoi. Ouais, donc c'est la seule façon de faire, et donc parce que nous vraiment quand on s'est lancé on avait rien, tu vois, genre quand on travaillait on gagnait 500 € par mois. Ouais. Et encore ça va, on avait nos parents qui nous aidaient, vous étiez en coloc, enfin on arrivait à mutualiser un peu tout, mais c'était compliqué, tu vois, genre, et du coup bah on n'a pas eu trop le choix. À la fin de nos études on s'est dit bon bah c'est un peu comme ça, tu vois, c'est un peu par dépit, on s'est dit bon bah on peut pas lancer des projets avec nos propres deniers parce qu'on en a pas, venez on accumule de l'argent et on teste de lancer des projets. On a lancé pendant le Covid un générateur de QR code pour les restos qui a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? On avait testé, il y avait Kiwi, il y avait, c'était un peu une sorte de débauche d'habits quand même. Ouais. C'était un projet c'était pour les artisans en gros. C'était pour gérer gestion un peu de chantier. Gestion de chantier. Ouais, vraiment. Il y avait ça, il y avait 8skills en partenariat. Donc là c'était vente de formation d'Opco. Vraiment simplifier tout le process tu t'inscris à une formation qui est financée par le CPF et hop, le logiciel il te fait les générations de devis, toute la partie administrative. Bon ça c'est pareil, c'est mort dans l'œuf, tu vois, genre en fait c'est là où on s'est rendu compte d'un truc, et à ce moment on était un peu coincé en mode en fait quand tu lances une startup t'as 150% dessus. En fait il y a 150-200% de ton temps qui doit être sur la startup. Tu peux pas gérer à la fois une activité à côté et te dire tu vas gérer genre 80% du temps sur un cabinet et 20% de ton temps sur un projet startup. Ça marche pas. Si vous vous dites ça maintenant là, vous arrêtez. Ça c'est là c'est du vécu. Pourtant on était 4, tu vois. Donc c'est à dire qu'on avait quand même du temps à dépenser, mais on n'a jamais réussi. Donc le facteur commun de ces échecs entre guillemets, c'est le fait que vous étiez pas à fond dessus, pas focus sur le truc. Et avec le recul, il y avait pas il y aurait pu avoir une rencontre magique, une chance ou voilà quelque chose qui aurait fait que ça marche, mais c'est vraiment le fait qu'il y avait cette autre activité à côté. Et s'il y avait pas ça, peut-être pas que tous les projets auraient marché, mais il y en aurait plus de chance. C'est ça qui est super compliqué quand tu commences et que t'as pas d'argent. C'est que tu te dis il me faut bien une source pour vivre. Et le problème c'est là où nous on a eu recours à la levée de fonds au tout début d'Abi, parce qu'en fait on n'avait pas d'argent et on avait besoin de. C'est une sacrée histoire ça. Mais tu vois. Ça s'est fait on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu envie de lever de l'argent pour de lever de l'argent. Après, on est parti en hyper croissance. On s'est dit, ok, ça peut le faire. Il y a un truc à tester. Il y a quelque chose à faire. On a envie de vivre cette aventure. Et c'est comme ça qu'on s'est dit plus ou moins qu'on allait vraiment suivre, un plan seed, série A, série B, etc., quoi. Mais, au début, c'était pas, on savait pas trop où on allait, quoi. Et donc, justement, premières étapes. Donc là, vous avez switché de, l'ESN à un projet. Là c'est la merde parce que donc alors il y avait vous étiez combien dans la team et surtout combien qui sont restés? On était 12. On a gardé les 12. Ils sont toujours là. Donc plus ou moins il y en a qui sont partis entre-temps, mais il y avait des alternants, mais on était 12, on a gardé l'équipe, Et donc ils sont restés là. En fait, il y a quand même tout le setup du cabinet d'ingénierie qui était en place. C'est juste qu'en fait toutes les ressources ont été switchées vers le projet et tout le monde était en mode en fait là il faut construire un truc. Donc graphiste c'est plus des trucs pour le cabinet, il faut penser une marque, penser un logo, un nom, de la communication, pareil pour Lou qui est du coup notre CMO, c'est comment faire la communication autour de ça. Nous on switch sur la tech, comment le plus rapidement possible on va sortir une application. Nicolas, comment on fait pour aller chercher les investisseurs? On a eu beaucoup de la chance. Nicolas avait rencontré Mark Rochman, qui est un investisseur américain. Et ce type-là, c'était incroyable, quoi. On avait fait un PPT de 10 slides. Vraiment. On a présenté ça en 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il a dit arrêtez, je mets de l'argent. Hop. Et il a sauvé notre boîte comme ça. Vraiment, en 30 minutes, il a sauvé la boîte. Et Nicolas avait fait un stage dans la Silicon Valley. Donc on a été un peu imprégné par Nicolas de l'ambiance startup, tout ça. Et premier réflexe, c'est tu contactes ton réseau proche. Quand tu veux lever des fonds, c'est au début, tu vas pas aller voir un fonds d'investissement et tout, t'as pas de projet. Donc on le contacte et puis c'est tout, il pitch le truc et comme il investit avec le cousin de Nicolas qui travaillait dans la startup de la Silicon Valley. Et notre troisième, un des premiers investisseurs, le troisième. Là, c'était n'importe quoi. C'est Nicolas, il lance une série. Un matin sur TikTok, il voit un mec aux États-Unis qui lance un business à 1 million en 30 jours. Et il se dit, je vais faire pareil. Je vais faire la même chose.
Normal. Et il arrive au bureau, il nous pitch l'idée. Ouais, c'est tout. On fait une vidéo où on a des têtes de n'importe quoi. Enfin, genre, ça allait pas du tout, quoi. Ouais, on crie dans le micro, vous êtes déter. Ouais, on est déter. Nanana. Et la première vidéo, elle fait 330 000 vues. Ah ouais? Ouais, sur TikTok. Ok. Deuxième vidéo, pareil, alors j'ai plus les chiffres en tête, soit elle a fait 30 000 ou 100 000. Enfin, tu vois, on a eu beaucoup de vues. Je pense qu'il cumule peut-être 10 millions de vues sur la série complète. Deuxième vidéo, il reçoit un message LinkedIn à 4h du matin un lundi. Salut Nicolas, je t'ai vu sur TikTok, je kiffe trop ton énergie, on peut s'appeler? Le mec, c'est tout. Tu l'as en call avec Nicolas l'après-midi. Au bout de 10 minutes, c'est pareil. Et hop, il met un paquet. Il met 50 000 euros. Ouais, c'est mec 50 000. Voilà. Donc on a levé 190 000 euros à peu près. Ok. Pour commencer. Sur un PowerPoint. Et donc la première étape avec le pote de Nicolas, c'est ça? Ouais, le mec qui a fait le stage. Ouais. Ok. Là, vous étiez déjà dans une optique de lever des fonds parce que c'est lui qui l'a contacté. On n'a pas eu. Ouais, c'est vraiment. Ça faisait. Alors ça s'est passé dans les 2 premiers mois d'Habi. Ok. Vraiment, on a lancé le projet en mode. On va aller chercher des clients sans avoir de produits pendant que la tech cravache jour et nuit. Parce qu'au début, on allait se coucher, il était 3h du mat, on revenait au bureau, il était 8h, quoi. Enfin, tu vois, c'était la facturation, on l'a sortie en version alpha en 2 semaines. Ouais, 2 semaines, quoi. Enfin, la première version de l'application, il nous a fallu 2 semaines. Ouais, Vraiment, Donc, MVP en 2 semaines. Ouais. MVP en 2 semaines, ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de vendre avant de créer, ouais. Est-ce que là, pour toi, t'as vendu déjà en amont parce qu'il y a un truc dont on n'a pas forcément parlé avant, ou est-ce que là, vous étiez sur créer, et après on verra. Nous, on savait qu'il y avait un marché, ouais. Quand même dans la facturation et tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé au début. Ce qu'il y a eu ça, la première étape, c'était de développer des landing pages et d'aller chercher des emails. Ok. Donc on a récolté peut-être 200 emails. Ok. Tu vois, donc la plupart c'était nos potes en plus. Enfin bref. Via réseautage ou déjà création? C'était Facebook, principalement Facebook. On a lancé, c'était à ce moment le forum des auto-entrepreneurs. Forum des auto-entrepreneurs. C'est un des plus gros groupes d'auto-entrepreneurs de France. Vraiment sorti du chapeau ce truc-là. Ouais. Je pense au bout de 2 semaines, on avait peut-être 5000 personnes dessus. Ok. Et ça nous a vraiment amené nos premières personnes. C'est pareil, les TikTok de Nicolas ont ramené énormément de monde parce qu'en fait, il documentait le fait de créer un business qui vaut 1 million en 30 jours. Et du coup, les gens, tu vois, ils se posaient des questions, qu'est-ce qu'on va faire? On avait beaucoup de rageux qui disaient, ils vont encore sortir un business de formation, ils vont aller à Dubaï ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois bien tous les commentaires. Ça en 2018? 2021. Ah ouais, ok, ouais, c'était déjà après le Covid, d'accord. Ouais, c'était après le Covid. Et voilà, puis ouais, c'est comme ça que ça a démarré. Ok. Sur la petite différence quand même avec les autres business qu'on a tenté, c'est que là, il y a quand même, en fait, tous les aspects hors tech étaient quand même on était à fond dedans, quoi. Je veux dire, c'était pas toute la boîte était que sur le produit, c'est effectivement il y avait comment vendre, trouver des gens, il y a des Google Forms dans tous les sens pour essayer de récolter des emails, des intentions, savoir quelle partie du produit ça les intéresse. Ouais, c'est ça justement. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus de comment est-ce que vous avez fait pour alors déjà il y a plusieurs étapes qui m'intéressent, c'est comment à 4 on arrive à aller chercher 6 alternants et déjà lancer une boîte de conseil, enfin une ESN à 400 000 euros sur la première année. Tu vas aller chercher où tes clients comme Super U? Bah, c'est la grande gueule de Nicolas, je sais pas comment le dire autrement. Il est beaucoup trop fort, genre il est capable de te vendre de l'eau dans un océan. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre, mais tu vois, genre c'est du sable dans le Sahara. Enfin, parce que c'est un bon vendeur ou parce qu'il a un réseau de ouf, parce qu'il est passé par la même école. Ouais, mais je dirais que humainement, il est très bon. Tu vois, genre il sait. Nous, on est exécrable. Je pense. Des fois, il nous demande des trucs et tu sais là, on est tout le temps en train de rechigner. Non, mais vas-y, je veux pas parler, je veux pas machin. Nous, on est dans le code, tu vois, genre tous les deux plus ou moins différemment, mais et lui, tu vois, il prend le temps à aller à des soirées, à passer du temps avec des gens, à discuter et tout. C'est quelque chose qu'il aime bien, tu vois, et il est bon à ça. Et du coup, je pense que c'est ça qui nous a fait que. Puis après, je pense que. En plus, il y a aussi Corentin derrière qui. Ce qui était bien avec. C'est un peu en tandem, tu vois. Genre, il y a Nicolas qui est bon vendeur, qui arrive bien à réseauter et tout. Et derrière, par exemple, le Corentin, lui, il est très humain, tu vois. Donc, il arrive très bien à prendre la température, à venir au client, mais en mode vraiment quel est le besoin et tout. Et du coup, t'as vraiment ce tandem-là de chercher le client, bon fit avec lui, et ensuite essayer de bien communiquer autour du besoin et tout. Ensuite, nous, derrière, on se met à c'est vrai que c'était comme ça que ça marchait. Je me rappelle, mais ouais, c'était bien. Corentin, lui, découpait le projet.
Et nous deux, on était vraiment dans la team tech et on gérait. Ok, comment on implémente ça, comment c'est ça, on développe et ensuite on bourre quoi. Ouais, c'était ça. Ouais. Mais c'était quand même assez cadré, tu vois. Pour le truc, c'est qu'on avait notre expérience en freelance qui a beaucoup aidé quand même à créer la boîte au début. Et non, c'était plutôt bien cadré. Et après, les alternances, tu vois, on a eu de l'argent. On s'est dit comment. On a toujours. Je pense que notre avantage, c'est qu'en étant tech, on a toujours pensé à la communication quand même. C'est pas un truc qu'on a laissé sur le côté, tu vois. On s'est dit, le marketing, même si on n'y met pas assez d'efforts, je pense encore maintenant, mais le marketing, c'est quelque chose qui est important, faut vendre et tout, parce qu'un produit qui est incroyable mais qui est vu par personne, ça sert pas à grand chose, et ça, c'est un peu l'erreur que font tous les co-founders tech. Et du coup, c'est comme ça qu'on a mis beaucoup d'efforts dans les alternants pour aller chercher de la communication. Quasiment tous toutes les personnes dans la com chez nous, enfin marketing com, viennent des alternances ou de stages de l'époque du cabinet de conseil. Okay. Ouais. Notre CMO était alternante, notre responsable des partenariats était alternant, notre graphiste était stagiaire sous un escalier, le pauvre. Le premier développeur aussi était aussi un alternant. Était un alternant, ouais. Et notre content manager était aussi un alternant. Enfin vraiment, on a eu. Et vraiment, quand on a commencé le business, parce que le truc c'est que, forcément, quand tu commences, t'as pas de thunes. On avait la chance, on était en colocation avec Corentin et Nico. Et vraiment, en fait, ce qu'on a fait, c'est simple. On a un salon, on a tout dégagé, on a mis des bureaux. Non, j'ai des bureaux, non, c'était des tréteaux et des planches, tu vois. Ouais, le cliché de la startup dans le salon de ton appart, quoi. Ouais, vraiment, c'était ça. Hein. Et je pense que les premiers alternants, ils ont dû flipper. Hein, parce que du coup, ils venaient chez vous. Ils venaient chez nous. Non, mais le pire, c'est la stagiaire, Margot. Oui, une des premières développeuses. Vraiment, elle a débarqué. Enfin, genre, tu sais, t'as un appartement, tu sonnes, ça s'ouvre, tu vas au 3e étage, il y a des briques, des brocs, tu rentres dedans, t'es la candidate, vas-y, va dans la chambre. Tu vois, mais ça faisait très film bizarre, quoi. Tu vois, genre coup, elle nous attendait, genre vraiment sur un pouf avec un lit derrière et tout. Enfin, tu vois, c'était surréaliste. Et vous en étiez pas rendu compte que ça faisait Non. On était tellement dedans. Enfin, tu vois, genre c'est. Et pour te dire, genre à l'époque là, on était encore à l'école. Ouais. On partait. Donc c'était nos premiers stagiaires qui arrivaient. Ils les réveillaient eux. Avant d'aller à l'école, donc il était 7h50, 8h. 8h du matin, donc ils sonnaient, ils nous réveillaient, hop, on prenait la douche, on y allait, et ensuite on leur laissait notre appart. Oui. Et on revenait. Ah ouais, parce que vous aviez des stagiaires pendant qu'on était à l'école. Alors vous étiez en cours. Ouais, pendant qu'on était en cours. Ouais, c'est ça. Et des fois qu'on pouvait pas, on les amenait avec nous. Donc c'est déjà arrivé que les stagiaires étaient avec nous, ta prof qui rentre, le mec qui connaît pas fait, c'est qui toi? Moi, je suis stagiaire. Ah ouais. Non, c'est. Nous, on aime bien s'en foutre un peu de notre... Ouais, je sais pas le dire, tu vois. Disons que notre perception dans l'espace public, on en a pas grand chose à faire. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a fait que, tu vois, on s'en fout de tout. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir. Peu importe que les gens nous prennent pour des gens bizarres et tout. On vient jamais à Paris. On va jamais, à part les events où il y a des réseaux que Nico a intégrés, on va jamais à des events. On est dans notre coin, dans notre bureau, on est peut-être bizarre et tout, mais au moins, tu vois, on fait notre truc et... ce qui est bien, c'est que du coup, vous rentrez un petit peu dans le cliché techos, et en vrai, on dit cliché, mais on est la preuve tous les trois que c'est pas si faux que ça. Ouais, et ce qui est bien, c'est que vous attirez du coup des profils qui sont comme vous, mais dont vous avez besoin aussi pour faire grossir la boîte, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Et vraiment, c'était surréaliste, tu vois, genre... Le stagiaire graphiste qui était sous l'escalier. C'était des bons souvenirs. Tu m'étonnes. Ok. Et donc voilà, là on a dévié un petit peu. Et donc comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher vos premiers utilisateurs? Là, tu nous as dit qu'en 2 semaines il y avait le MVP facturation. Ouais, je pense en amont des listes d'emails. Ouais, on avait 250 emails à l'époque. Du coup, quand on a fait ce qui est pas dégueu, mais je veux dire, ça reste accessible, quoi. Et gratuitement, on n'a rien dépensé, on n'a pas mis, on avait plus trop d'argent, quoi. Il nous restait peut-être 20 000 euros sur le compte, le temps de payer le salaire du mois. Et surtout, c'est la petite différence qu'on avait mis un niveau, on était à un level différent de difficulté, parce qu'en fait, le truc, c'est que avec l'investisseur américain, enfin tu vois, c'est américain. Donc c'était quoi le délire? C'est ok, comment on fait pour lancer une application sur le terrain là en déglaguant la concurrence? On le fait gratuit. Donc le Abi à la base était complètement gratuit, mais l'idée c'était vraiment que tout soit gratuit. Hein. Il n'y a pas de délire où on mettra des features payantes. C'est genre vraiment. Du coup, il y avait une idée de business model derrière déjà. Ouais, des business model derrière ensuite, mais et encore non, il n'y a même pas trop réfléchi. Le truc que je me souviens bien, c'est le mot clé, c'était data. En fait, data. Devant les experts, c'est on va avoir plein de gens, il y aura la data.
Voilà, c'était ça. Ah ouais, donc business model américain. Business model américain. Et vraiment, tu vois, l'idée, c'était, tu détectes, par exemple, qu'il y a 10 000 clients qui font des colis avec la Poste. Tu vas aller leur négocier des deals préférentiels avec la Poste. C'était vraiment en fait, on voulait pas, tu vois, c'est pas le truc sale où on va aller vendre de la donnée sur le dark web. Enfin, tu vois, c'était vraiment pas malhonnête, hein. C'était vraiment en mode comment on fait bénéficier avec la masse de réductions qui vont ensuite nous faire ça. Donc le premier business model, c'était sur de l'affiliation. Ouais. Et on vendait des comptes Shine, des comptes bancaires Shine, des assurances, beaucoup axé sur la création d'entreprises. Au tout début, on a lancé, c'est ça aussi, on a lancé la création gratuite d'entreprises. Donc ça a été fait ou c'était que au stade d'idée? Ah non, alors ça, oui, là on détaille des souvenirs. La création d'entreprise gratuite sur Abi en version avril 2021, c'était un Google Form. 1.0, ouais, c'était ça. C'était un Google Form où les gens ils remplissaient leurs infos et moi ça atterrissait dans ma boîte mail et je faisais des créations à la main avec des couleurs sur un Google Sheet. En mode au téléphone, du coup là ça marche pas, vous êtes sûr c'est la bonne adresse, vous pouvez me la redonner, c'est ça et tout. Ouais, non, c'était vraiment comme ça. C'était gratuit. Enfin, il y avait pas de, alors que ça nous coûtait, enfin si on calculait maintenant, ça nous coûtait horriblement cher, mais 80 balles par création, enfin on perdait de la thune, mais genre c'était un. Et du coup, à travers le parcours de création avant le Google Form, enfin ou même après, on vendait justement tout ce qui était domiciliation d'entreprise, compte bancaire, assurance, et du coup on est monté avec ça à 10 000 euros par mois à peu près. En combien de temps? 8 mois, 6 mois, 8 mois. Mais ça va. Pas de récurrent. Et parce que c'était du one shot. C'était vraiment du one shot. Donc ce jour-là, on arrêtait toute la communication et tout. Hop, on plongeait à zéro, quoi. D'accord. Ouais. C'était vraiment, il y avait pas d'abonnement, il y avait que dalle, quoi. Ouais. Donc ça c'est Donc là vous étiez pas du tout rentable pour l'instant parce que non là c'était pas du tout rentable. Et après du coup on a il y a un peu de temps qui s'est quand même écoulé avant qu'on se pose vraiment la question de en fait qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi. C'est une grosse remise en question. Ça a mis 1 an et 600 000 euros quoi. Parce que justement avec cet investisseur américain où vous étiez a priori parti dans sa piste là de la data et des affiliations, des partenariats. Vous voyez avancer dans ce truc-là avec Shine, avec les différents partenaires là que vous aviez. Est-ce que vous arriviez à vous projeter Je pense que en fait le truc c'est que toi t'as de la connaissance sur l'intelligence artificielle et ça nous faisait dire aussi qu'on allait réussir à faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il nous fait une masse critique de clients pour l'avoir, parce qu'avec 1000 clients, ça le ferait pas. Enfin, genre, en fait, les besoins qu'on avait, c'était, on pourrait avoir des deals intéressants quand on serait atteint une base de 100 000, 200 000. Enfin, voilà, c'était vraiment... quelque chose ça équivaut à quoi sur le marché français? C'était hors d'atteinte. Numéro 1, quoi. Alors, peut-être pas. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein. Il y a 4 millions d'entreprises à peu près actives en France. Sachant qu'on atteint là presque les 100 000. Donc, en vrai... Ok. Donc ça le fait maintenant, mais genre en rétrospective quand t'étais à l'époque, ça le faisait pas du tout. Non, il faut quand même mettre du pognon pour les faire venir les gens. Bah ouais. Que en fait tu bouffais de la thune dans tous les sens. Donc il y a un moment en fait on a le déclic, on fait en fait on pivote quoi, on pivote et on passe un modèle de récurrent. Donc on est sorti le premier abonnement, c'était Abistar je crois. En mai 2022, donc un peu plus d'un an, un tout petit peu plus d'un an après la création d'Abi. Ouais. Okay. Et là, on avait gagné 10 000 euros par mois pendant peut-être... Donc là, les 10 000, ils étaient en récurrent. Non. Non, les 10 000 récurrents, ça a mis... tu rajoutes encore 3-4 bons mois après derrière. Ok. Non, au début, c'était vraiment... le forfait était vraiment pas cher pour essayer d'attirer le plus de masse. En fait, pour avoir quand même le délire où... Il y a quand même une offre freemium. Il y a des features en plus premium, mais c'est pas non plus tellement que tu peux dire en fait ça va, tu vois. Et en fait l'argument Corentin il avait trouvé c'était paie-toi un logiciel pour un jambon beurre, tu vois. Enfin genre c'était le prix du logiciel ça vaut un jambon beurre par mois, donc vas-y, prends-le. Ok. Carrément. Ok. Et du coup donc là à ce moment-là sur les 12-14 premiers mois, donc avant la création de l'abonnement payant, c'était quoi un peu votre stratégie d'acquisition client? Parce que à chaque fois c'était du nouveau client. Donc comme tu disais tout à l'heure, demain on arrête la com, c'est mort, il n'y a plus personne qui rentre. Donc c'était quoi un petit peu le plan C'était faire beaucoup de vidéos organiques. En fait, on a toujours une stratégie de contenu qui a tourné et qui tourne toujours encore en parallèle de tout ce qu'on peut faire. Donc là, il y a du blog, Instagram, Facebook, TikTok et maintenant LinkedIn via notamment mon compte et on a fait beaucoup de pubs directement, tu vois, genre on a fait de la pub sur alors quand on avait la création gratuite, ça marchait bien sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et Google Ads. Donc on a toujours été un peu multicanal comme ça. Et
ce qu'on avait dit au début, le groupe Facebook, qui nous a quand même ramené à un monde, mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, le groupe Facebook est un peu moins actif maintenant, enfin on s'en sert un peu moins parce qu'en fait on fait beaucoup plus de gestion d'entreprise que de création, et en fait c'est beaucoup de mecs ou de meufs qui connaissent pas grand chose. Qui sont vraiment au niveau zéro et qui ont besoin d'aide pour la création. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, bah c'est plus trop notre délire, c'est plus trop notre focus, donc on s'en sert un peu moins, tu vois, c'est voilà. Après aussi, on s'est maqué assez rapidement avec des bons influenceurs. Il y a Florian Charpentier, la Micro by Flow. Il y avait, il me semble, après moi je suis vraiment dans la tech, donc je suis pas expert. Mais il y a Axel Paris aussi. Ouais, Axel, qui nous a fait des vidéos directement. En fait, le truc c'est que vu qu'on est tech, on a réussi à avoir un logiciel quand même assez cool, ultra rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on concurrençait des logiciels qui étaient là depuis des dizaines d'années, tu vois, qui n'avaient pas évolué. En termes de features. En termes de features et en termes de surtout du UX. Ouais. Parce que bon, on est quand même sur un marché où il y a des très vieux logiciels, et quand t'es à notre âge, ou enfin tu vois, t'aimes bien utiliser des trucs un peu plus modernes. Et du coup, ouais, c'est ça a tout de suite plu à des influenceurs, à des personnes qui avaient un peu de notoriété. Et en fait, bah nous, tu vois, on est axé business, mais on écoute énormément nos clients, les retours et tout, et du coup, bah, avec Florian Charpentier, on a vraiment essayé de construire le logiciel parfait pour les indépendants, tu vois, qui répondent au plus de besoins et tout. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a grossi super rapidement, quoi. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que sur toute cette partie création de contenu, on parlait notamment du blog. C'est quel type de contenu que vous proposez? En fait, ce que je veux dire, là où je veux vous amener, c'est sur l'aspect répondre à un problème pour justement attirer les bons clients. Et je suppose que ça, évidemment, vous l'aviez bien compris, mais pour expliquer un petit peu en quoi le blog, les contenus jouent un rôle là-dedans. T'as l'expert du blog en face de toi. Expert, mais alors par exemple pour la stratégie du blog, alors en fait il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie où vraiment c'est informationnel, enfin dans le sens où les gens ils ont des questions. Il faut qu'on soit le plus haut pour qu'ils voient que c'est nous et qu'on réponde, quoi. Donc j'en ai des exemples très concrets. Enfin c'est par exemple comment gérer sa TVA, comment facturer avec des clients étrangers. Enfin tu vois, c'est plein de questions comme ça. C'est est-ce que je peux faire ma comptabilité sur Excel? Et c'est les gens quand ils nous cherchent sur Google, bon bah ils tombent sur nous, sur Google. Et au fur et à mesure, on arrive à mettre du CTA dessus pour les convertir ensuite sur l'application. Donc voilà. Et après plus sur les réseaux, je suis un peu moins expert, mais c'est peut-être un peu plus émotionnel, peut-être aussi. Sur des expériences d'autres gens. Ouais, il y a des retours d'expérience sur comment je suis devenu freelance. Après, il y a des trucs qui sont faits exprès pour le SEO aussi. Ouais. Tu vois, vraiment des trucs où il y a énormément de trafic. Je sais pas, par exemple, je vais te dire n'importe quoi, les clés de sécurité du numéro social, de sécurité sociale. Il y a des recherches là-dessus, je sais pas pourquoi, et on fait énormément de trafic là-dessus, tu vois. Donc je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de contenu, mais nous, on a toujours quand même essayé d'apporter le plus de valeur aux clients. Notamment sur les contenus organiques, plutôt Instagram et tout. Là, c'est vraiment des réponses à des questions, comme disait Jérémy, et en vidéo, on va expliquer, il y a des carousels, enfin, tu vois, c'est vraiment... En fait, notre ambition, c'est de se positionner comme l'expert de l'entrepreneuriat indépendant. Donc, tu vois, c'est vraiment montrer que... Et c'est ce qu'on rejoint, enfin, l'image qu'on avait au début, tu sais, des jeunes qui débarquent. On a 26 ans. Fais confiance à nous pour gérer ta compta, ta facturation, tu vois. Alors, il y a des gens, ils sont très stressés avec ça, donc il faut qu'on les rassure, qu'on leur montre qu'on est crédible et qu'on a de l'expertise sur le domaine, quoi. Donc c'est vraiment aussi pour asseoir notre notoriété et notre crédibilité. C'est un sujet qui est assez, excuse-moi, qui est assez sérieux, quoi. Enfin, dans le sens où on a par exemple un système de connexion bancaire et tout. Enfin, tu vois, dès qu'en fait t'as tous ces mots qui passent dans la tête du client, comptabilité, facture, banque, tu vois, et je vais pas laisser ça des marlous. Enfin, faut avoir quand même un truc qui est solide. Et que la marque aussi, notre produit, nous, il est solide. On fait en sorte que, mais enfin, la perception que les gens ont, il faut on force en sorte que ils le ressentent, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup de travail à faire autour pour vraiment montrer que il y a de la connaissance. Ils arrivent chez nous, ils seront accompagnés, il y a plein de réponses et tout. Donc vraiment, il y a un gros travail autour de ça. Voilà. Et du coup, justement, vous pensez pas que le fait de vous montrer publiquement, toi, typiquement, tu t'as dit que tu crées du contenu sur ton LinkedIn. Voilà, on voit ta tête. C'est toi qui incarne en partie l'image de Abby. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de se dire, il faut qu'on se montre et on va être vulnérable de notre jeune âge, entre guillemets, ou est-ce qu'au contraire, on reste caché et puis on fait genre qu'on est des pros et qu'on est une team de 100 personnes derrière? C'est vrai qu'on s'est, je sais pas si on s'est... Je vais jamais trop posé la question, je crois. En fait, on a toujours fait un peu comme on le sentait au mieux, tu vois. Il y a pas trop on fait pas encore de trucs trop réfléchis. Enfin, on fait des trucs réfléchis évidemment sur des grosses décisions et des choses comme ça, mais tu vois, on teste plein de trucs en fait. Et
vu qu'on est que tous les 4 et qu'on n'a pas de patron, c'est ça la chance. En fait, on teste des trucs et au pire, ça marche pas, tu vois. Et on calcule pas encore trop notre image et tout. Enfin, on est comme on est. Et ça se ressent sur les réseaux, tu vois. Donc, et je pense pas qu'on soit des mauvaises personnes ou quoi. Donc, c'est plutôt assez naturel, tu vois, j'ai envie de dire. Okay. Surtout l'aspect quand même jeune et dynamique, ça plaît quand même pas mal à beaucoup de gens parce qu'ils ont l'impression d'être écoutés et que ça va vite, quoi. Donc, ça aide aussi. Donc, en fait, c'est un peu cette ambivalence entre faut être quand même sérieux dans ce qu'on fait parce que c'est des sujets importants, mais en même temps, il y a quand même l'aspect où en fait, ils sentent que la boîte elle est jeune et ils aiment bien parce qu'ils sentent du coup qu'il y a quand même l'itération, c'est pas une sorte de gros mastodonte ou qu'ils les écoutent pas. Et puis c'est aussi votre façon de vous différencier des gros un peu poussiéreux sur le marché. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu vois, sur LinkedIn, je vais souvent mettre des photos de l'équipe pour montrer qu'il y a des gens derrière, que c'est pas juste des robots qui répondent à des questions. Tu vois, c'est vraiment essayer d'humaniser la team. C'est, je pense, le truc le plus important. Enfin, si vous vous lancez dans un SaaS c'est froid, tu vois, de nature. Genre, c'est un logiciel, tu te connectes dessus et c'est tout, quoi. Et le truc, c'est que, si derrière, tu vois qu'il y a des humains, t'as peut-être plus tendance à être, je sais pas, indulgent, je sais pas si c'est le mot, mais tu vois, dire, ok, il y a des humains qui travaillent derrière, je vais pas les insulter parce qu'il y a un petit bug ou un petit truc qui va pas, quoi. Ok, ça dépend. Ça dépend. Ça peut arriver, mais disons que je pense qu'on minimise le truc. D'accord. Et du coup, là, vous nous dites que assez rapidement, vous avez mis de la pub, donc du payant. Est-ce que vous avez un petit peu un recul par rapport à quel a été l'impact du contenu gratuit et de la pub? Parce qu'en fait, on peut parler d'organique, etc., mais si à côté on met de la pub, ça devient compliqué d'estimer quel est le CTA de ton client, d'où viennent ceux-là, etc., parce que peut-être que la pub va les retargeter pendant une dizaine de fois, et c'est ça qui va faire que ils achètent, là où si la pub était pas là, et si le trafic payant sur le SEO et les articles de blog, par exemple, n'étaient pas là, qu'est-ce que ça aurait donné, quoi? J'ai envie de dire, c'est un peu la question qu'on se posera jusqu'à la fin de l'année, je pense. En fait, le truc, c'est que c'est ultra compliqué de voir quel canal est contributif de quoi. Surtout quand t'as du LinkedIn en organique, t'as un groupe Facebook en organique. Le truc, c'est qu'on met pas de lien de traqué sur les choses là parce que les gens cliquent pas sur des liens où il y a 10 000 UTM et trucs comme ça. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué de le voir. Ce qu'on sait, c'est juste que quand on fait de la pub, il y a plus d'inscriptions par semaine. C'est ce qu'on monitore qui nous fait ça. On a fait des énormes campagnes de communication sur LinkedIn. Pareil, ça fait accroître la notoriété de la marque. Et en fait, ça apporte pas forcément que des clients. Ça apporte des opportunités comme on a aujourd'hui de venir dans ton podcast. Ça apporte des opportunités d'affiliation comme on a pu avoir avec Axel, enfin, tu vois, c'est pas que juste des clients. C'est aussi la marque et la faire découvrir parce que c'est vraiment ça. Des logiciels de facturation, on a 200 000. Je pense que 200, c'est un euphémisme. Qu'est-ce qui va nous différencier du logiciel lambda, tu vois? C'est d'avoir vraiment une image de marque. Tu vois, genre, qu'est-ce qui différencie Doctolib d'un autre logiciel? C'est juste que Doctolib, tu les as entendus partout, ils sont partout. Tu connais un autre truc que Doctolib? Enfin, j'en connais peut-être un autre, mais je saurais même pas me retrouver le nom. Enfin, tu vois, c'est vraiment essayer d'être top of mind du public, quoi. C'est ce qu'on a essayé de faire avec la pub, le contenu et tout. Ok. Et ça passe forcément par de l'humain derrière. Vous êtes obligé de vous mettre en scène, entre guillemets, enfin... ça joue quand même. Ça joue, ouais. GG qui n'a jamais participé avec une vidéo, je pense. Ouais, je veux pas dire grand chose, hein. Je suis un peu invisible, mais ouais. Ouais, non, je pense ça y participe quand même, parce que tu vois, tu vois qui est derrière le logiciel, tu vois les trucs, on essaie de faire des trucs qui sont assez quali, enfin, voilà, je pense que ça participe quand même, ouais. Je pourrais pas te l'assurer, mais disons qu'on a plus parié là-dessus qu'autre chose, quoi. Parce que ça se voit, justement, tu mets cette stratégie en avant, d'ailleurs, sur ton LinkedIn. Tu dis que t'es notamment l'ange gardien des indépendants. Donc on sent justement que tu joues sur ce personal branding, je pense que c'est conscient. Et si tu le fais, c'est parce que t'as dû remarquer que ça avait un impact quand même assez important. C'est clair. Ouais, même comme je te dis, sur comment la marque, elle résonne et tout, tu vois... là, d'ailleurs, j'ai fait un post parce qu'on cherche d'ailleurs, si ça peut intéresser des gens, on cherche quelqu'un en dev mobile senior. J'ai peut-être reçu une dizaine de messages dans la matinée. Ok. Parce que j'ai un compte LinkedIn qui est actif, qui a un peu de visibilité et les gens me connaissent et du coup repartagent. Je crois que le post, il a été partagé une dizaine de fois, tu vois. Et ça, c'est parce que les gens savent qui y a derrière le logiciel, connaissent les valeurs humaines parce que tu vois, c'est bien de mettre, alors on a le bon exemple, des cadres marqués bienveillance, je sais pas quoi, machin sur un mur.
Par contre, derrière, si tu traites tes employés comme je sais pas quoi et que tu les respectes pas, nous, tu vois, c'est marqué dans nos valeurs. Par contre, tu vas interroger les 17 personnes de la boîte. Les 17 personnes te diront les valeurs parce qu'ils les ressentent au quotidien, tu vois. C'est vraiment comme ça que c'est construit. Je pense que ça participe au fait que, tu vois, moi, ce que j'adore entendre, c'est quand je contacte un client ou un partenaire sur LinkedIn, et il me dit, j'ai eu ta CMO, peu importe, au téléphone, elle est comme vous. Tu vois, non mais le fait de se dire, ça se voit qu'ils kiffent ce qu'ils font, qu'ils sont imprégnés du projet, tout ça fait, enfin, tu vois, en tant que founder, parce que moi, on est 17, t'as pas le temps de parler avec tout le monde dans la journée de la boîte, tu vois. Il y a des gens, je pense que toi, t'es le meilleur exemple, tu les vois une fois quand ils sont bouchés. Et après, je les revois plus. Hein. Tu les revois plus, quoi. Et plus on va être gros et plus ça va être bien. Mais ce qu'on s'est assuré, c'est que les managers qui sont au-dessus d'eux aient les mêmes valeurs que nous et vont transmettre les mêmes choses, tu vois. Et ça fait que, j'aime pas dire ça, mais du haut, de nous quatre, si on parle à quelqu'un qui est en dessous d'un manager qu'on a mis, il aura les mêmes valeurs et la même vision, la même truc du projet que nous, quoi. Et ça, c'est quand même, je pense, c'est une de nos grosses réussites. Ok. Et justement, bon, par rapport aux différents profils que là, vous êtes sur le point de recruter, donc il y en a un surtout pour l'app mobile, parce que là, actuellement, je te laisse pitcher. On est en train de... Alors, nous recherchons actuellement un développeur React Native, s'il vous plaît. En fait, on recherche actuellement devant 2 gros profils. En fait, du coup, il y a le projet d'application mobile. C'est une feature qui est demandée depuis un petit moment par les clients. Donc là, en fait, c'est un peu un projet où on recommence from scratch. Vraiment, faut construire le projet, faut voir ça avec Corentin sur les aspects PO et tout, être assez autonome et tout. Et du coup, on recherche une personne qui est assez mature sur ces aspects-là. Idéalement, étant donné que on est quand même une startup scale-up, il y a vraiment beaucoup d'enjeux d'hyper croissance, d'upscale des teams et tout. Donc un développeur qui a déjà une expérience là-dedans, c'est aussi un gros plus. Donc ça, alors, actuellement on recherche, on a des entretiens, on va peut-être trouver, peut-être pas, on verra, mais c'est un gros sujet. Aussi un développeur full stack. Et un développeur full stack qui est là pour aider sur plus la partie app web, API, pour plus blinder, parce qu'en fait vraiment on commence à avoir un projet, j'aime pas le dire, mais un plus gros un peu les yeux plus gros que le ventre, dans le sens où en fait la communauté devient tellement grosse, tellement rapidement. En fait, on a ces problèmes de faut développer de la feature, mais en même temps il faut gérer ces 1500 clients qui ont ces problèmes-là. Donc on arrive un peu dans ce goulot d'étranglement où on a des grandes ambitions tech, mais derrière il faut du coup des ressources humaines. Du coup il y a ce gap où c'est là où maintenant il nous faut des ressources, mais en même temps il faut 3 mois pour les recruter. Donc pendant 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est... Après, il faut 1 mois, 2 mois pour les former. Mais plus il y a c'est ça qui est en fait qui est horrible avec un dev, c'est que déjà ils sont tous en poste. Enfin les bons. Les bons sont en poste. Sont en poste. Tu lances un recrutement, tu dis t'attends au moins 3 mois parce que c'est des gens qui sont cadres ou quoi. Et après tu te dis il faut encore 2 mois pour qu'ils soient, parce qu'on a quand même une codebase qui commence à être assez volumineuse. Ça commence à devenir, même nous, tu vois, on la connaît plus de A à Z. Du coup, il y a un temps d'intégration qui commence assez conséquent. Bon, le projet, on est en train de le restructurer pas mal, donc c'est cool. On a beaucoup de bonnes pratiques qui sont mises en place, tu vois, mais il y a un peu de 2 semaines pour faire une facturation, une appli de compta. Il y a eu 2-3 petits écueils au passage de code, donc on mange un peu les pots cassés là, mais on est en train de faire en sorte que ça se passe mieux, quoi. Clairement il y a là des techniques. Un développeur ici on sait c'est quoi, donc vraiment on a essayé de mettre les délais au minimum, donc forcément derrière on a fait des trucs avec des implémentations un peu moins carrées, rigoureuses, et en fait du coup là on est un peu en mode on commence à bien se setup, on cadre un peu mieux tout ça, on essaie d'absorber toute la data technique qu'on a générée, et alors les clients ils voient pas nécessairement ce qui se passe derrière. C'est ça le problème, j'ai envie de dire, mais derrière du coup la sécurité augmente, les performances augmentent. Vraiment c'est notre objectif. La bonne pratique, ce qu'on essaie de mettre en place en ce moment, c'est de refaire des bouts d'application un petit peu à droite à gauche en implémentant des nouvelles fonctionnalités au passage, tu vois. Parce que c'est pas faire du refacto pour faire du refacto, ça on est tombé un peu dans le piège dans des autres expériences. Et là c'est vraiment genre du refacto, mais on implémente, on améliore un peu l'UX en même temps et tout. On augmente nos technologies. On était sur Vue 2. On commence petit à petit à migrer sur Vue 3. Tu vois, vraiment, on essaye d'améliorer aussi le confort de développement au fur et à mesure. On fait pas du refacto pour faire du refacto et cramer de l'argent pour rien. Tu vois, c'est vraiment, il y a des buts précis, améliorer l'application, les performances, les machins,
Assez réfléchi, quoi. Ouais. Et du coup, on est d'accord qu'avec le recul, ça a été quand même la bonne stratégie de faire les choses un petit peu salement au début pour aller vite. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, vous le referiez comme ça. Et si quelqu'un vous demande conseil, on ferait sans doute des choses différemment. Peut-être plus, alors moins technique, mais plus sur l'aspect business. Par exemple, le fait d'avoir fait le pivot, je pense qu'on l'avait fait un peu tard. On aurait pu le faire plus tôt, par exemple. On se rend compte que en fait le business freemium, juste gratuit, ça marchait pas. Après, techniquement, le truc c'est, on n'aurait pas le choix. Enfin, je veux dire, si on repartait vraiment de zéro, en fait, le truc c'est on a pas. C'est ça où tu passes 6 mois à développer ton MVP et. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est de faire un truc parfait dès le début, ou alors il faut une équipe de génie, quoi. Mais c'est pas possible. Ou peut-être faire un peu moins de features. Ouais. C'est peut-être le truc que tu vois là, on a lancé la facturation et le compte bancaire quasiment en même temps. Okay. Enfin, la synchronisation des transactions pour catégoriser, à l'échelle restaurateur. Enfin bref. Peut-être on se focuserait plutôt sur une feature. Parce que on pourrait plus coder comme on a codé, on a des méthodes de code maintenant qui sont, enfin tu vois, genre on sait comment structurer bien une app et tout, à la faire. Parce que c'est pareil, entre faire un projet qui est 2SN, qui est utilisé par 10 personnes par mois, et faire une appli où il y a plus de 30 000 utilisateurs tous les mois, ça se passe pas de la même manière, tu vois, genre, et du coup, en fait, on a des bonnes pratiques qu'on a mis en place, qu'on a appris sur le tas, quoi. Enfin, c'est vraiment, je pense, plutôt focus sur moins de fonctionnalités. Peut-être les développer un peu mieux. Ouais, je pense. Et puis, Après, on essaie de tester un peu dans tous les sens aussi. Ce qui est normal. Enfin, genre, quand on lance un projet startup, il faut aussi découvrir c'est un peu quoi les besoins clients. Donc, on essaie un peu de taper un peu dans tout. Et à la fin, on se retrouve avec une application qui est vraiment beaucoup de choses. Et le truc, c'est que là, on a un peu dans le truc. C'est bon qu'en fait, on a plein de choses qui sont bien, mais du coup, on pourrait faire mieux, quoi. Donc, c'est là où, par exemple, il y a tout le délire de Refacto. Où pour chaque bloc, maintenant on dit ok, en fait on reprend, mais avec toute la connaissance client qu'on a accumulée, comment on fait un truc qui les satisfait au mieux. C'est ça. De toute façon, ce qu'il faut que tu te dises, c'est de 0 à 3 ans, t'as 9 startups sur 10 qui meurent. Donc c'est bien, on a passé ce stade, on a passé le cap dans une semaine. Dans une semaine, les 3 ans d'Abi. C'est le 1er avril. Le 1er avril, c'est pas une blague. Et tu vois, le truc, c'est que ton objectif, c'est d'avoir le plus de clients avec le moins d'efforts possible et le moins coûteux. Dans les 3 ans. Dans les 3 ans. Nous, on a de la chance, on est tous les 4, enfin plus 3 que 4, mais tech. Donc tu te dis, déjà tout l'argent parce que j'ai déjà vu des co-founders qui mettent des 100 000, 200 000 euros dans des devs faits par des freelances ou des ESN. Et en fait, ils ont mis juste 100 000, 200 000 euros par la fenêtre et ils se retrouvent avec un projet qui fonctionne pas, qui est buggé dans tous les sens. C'est un peu ce qui nous avait, je reviens en arrière, mais ce qui nous avait un peu saoulé avec l'ESN, c'est qu'on avait des projets, on les développait à fond, et en fait, juste, les gens pensaient qu'on pouvait livrer un truc et que ça évoluerait plus. Tu vois, c'est comme si Facebook arrêtait de faire des mises à jour. Alors que ça fait 15 ans que ça existe, tu fais des mises à jour tous les jours, de Facebook ou de machin. Et ça, je trouve, c'est trop mal intégré dans la culture des fondateurs et tout, de se dire qu'un projet tech, c'est pas juste tu livres une fois. Non, pour comparer, c'est un peu, ils prennent ça pour du BTP, quoi. Enfin, c'est vraiment, en fait, tu lances un projet tech, tu mets la fondation, les murs, le toit, et hop, c'est fini, quoi. Et tu rentres dedans et tu vis dedans pendant 20 ans. Alors, un projet tech, c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, genre, quand tu lances une application, il faut mettre à jour les dépendances, il y a les bugs qu'il faut résoudre, il y a les besoins clients qu'il faut faire évoluer. Enfin, genre, le nombre de projets où il y a eu la stack qui a été développée. En fait, s'il n'y a plus de développeurs dessus, au bout de quelques mois, quelques années, c'est tout qui s'effondre comme un château de cartes. Donc, et il n'y a pas ce déclic, il n'y a pas cette éducation, je dirais, de la part de certains clients. Il y a des facteurs extérieurs que tu maîtrises pas. Tu vois, par exemple, rien que les navigateurs des gens. Alors, maintenant, ça va mieux parce que tout est basé sur Chromium, mais tu te dis, les API qui sont dépréciés, donc, qui sont externes au projet, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont externes, genre, je veux dire, je sais pas, il y a Stripe, par exemple. Stripe, Google, enfin, je veux dire, ils déprécient leurs API, non, ça marche plus. Donc, il faut mettre de la thune. Et ça, je trouve que c'est ultra mal appréhendé. Et c'est un peu ça qui nous avait vraiment dit, ok, là, le SN, c'est bon, on n'en peut plus. On fait des projets. Déjà, ils sont pas très utilisés parce que tu vois, peut-être toujours l'erreur de faire le produit avant de le marketer. Le charbon la bœuf. Ouais, c'est ça. Et je pense que le projet le plus gros, c'était en freelance, mais de l'ESN qu'on a bossé dessus, il y avait peut-être, je sais pas, une centaine de personnes dessus, quoi. Ouais. C'est pas dingo, quoi. Enfin, ouais. Donc, ouais. Ok. Et justement, on arrive sur l'anniversaire des 3 ans. Sur les 3 dernières années, c'est quoi un petit peu les gros challenges auxquels vous avez fait face, ou les trucs où vous vous êtes dit, putain, là, ça va être compliqué, quoi? Technique ou
Les deux. Tout. Bah, peut-être enchaîne avec les techniques, toi. Ouais, technique. Technique. Il y a tellement de trucs en fait. Premier problème que je vois déjà, c'était un peu la partie scaling. Enfin, vu que la boîte est grossie de manière exponentielle. Alors bon, heureusement on est sur des techs, genre on est sur du AWS et tout, donc t'as quand même des systèmes d'upscaling et tout automatique. Mais enfin, il y a quand même des grosses problématiques. C'est bon, bah en fait, ça marche très bien pour une centaine de personnes. Par contre, quand tu upscales ça à 15 000 personnes, que tu génères 2 factures toutes les secondes, enfin tout comme ça, et bah vraiment, enfin genre on a des problèmes en mode, bah en fait ça met 20 ans, ça plante parce qu'il y a trop de requêtes et trucs comme ça. Donc il y a toute cette partie-là où il fallait ouais. Et on a un bon exemple assez récemment, c'est vendredi. On fait une maintenance, on déploie une grosse mise à jour. On commence à 17h. On a terminé, il était 4h30 du matin. À minuit et demi, on lance, tout était prêt, c'est bon, on avait réussi à déployer, tout était corrigé, tout était nickel. On lance une requête avec Jérémy, time out. Donc ça veut dire que ça dépasse les 30 secondes. Ouais. Parce qu'en fait, on avait en local pas de problème, enfin sur nos ordi. En fait, en production, on se rend compte qu'on avait fait un select avec un left outer join, mais dans la jointure, on avait mis une condition pour filtrer. Et en fait, ce qui se passait, c'est que pour SQL, bah, en fait, la condition, il avait checké pour chaque truc sur toute la base, tout le temps. Okay. Donc en fait, on se rendait compte que par appel, il y avait 6 millions de lignes qui étaient vérifiées. Oui, non, mais c'était n'importe quoi. Mais du coup, la base était complètement en train de crasher, quoi. Et on vous avait jamais dit qu'il fallait pas mettre en prod le vendredi soir? Non, c'était le jeudi soir. C'était la nuit du jeudi. En fait, on avait fait deux parce qu'on s'était dit, en fait, depuis, ça c'est aussi un peu le grand désespoir. C'est vraiment, on se dit, le lundi on met en production, on n'a pas fini. Le mardi on met en production, on n'a pas fini. Allez, mercredi on y va. On commence la mise en production, il est 18h, on finit à 2h du mat, on n'a pas commencé. Donc hop, on repart le lendemain et là 4h du mat, à minuit, en fait on se rend compte que les requêtes ça marche pas bien, ça fait crasher la base. Là t'es obligé de refacto. T'es obligé de refacto. Mais je crois que c'est toujours comme ça. Il faut éteindre le feu quoi. Ouais, faut ça va, on avait mis en maintenance, du coup il y avait que nous qui étaient sur le système. Donc ça c'était cool. Par contre on était en mode maintenance, la maintenance elle se finit à 2h du mat, on pouvait pas aller au lit tant que le truc était pas résolu quoi, parce que et là bah tu vois ça c'est des problématiques, c'est l'expérience. Parce qu'on n'a jamais manipulé autant de données de notre vie, on n'a jamais voilà tu le fais et puis tu galères. Puis là t'es là au début, tu te dis en local ça marche nickel. T'arrives et là on exécute la requête sur un miner en prod 16,80 secondes. Là tu te dis wow, il y a un problème. Et tu sais tu regardes la requête de première vue, tu te dis bon, tu sais il commence à être minuit et demi, t'as fait une journée de taf, t'es là et tu te dis la veille t'as déjà fait une nuit blanche. Ouais. Et là t'as ça et tu dis ah non mais la requête là est censée mettre 80 millisecondes, pas 18 secondes quoi. Et là c'est parti, hop tu déconstruis tout puis voilà. Mais ça je pense que la charge base de données, je pense, c'est le truc le plus dur à maîtriser. Parce que pour donner des chiffres un peu, on est à quoi? On a une trentaine de milliers d'utilisateurs. Ouais, d'utilisateurs actifs tous les mois. 90 000 inscrits environ. Ouais, à peu près. Et 30 000 utilisateurs actifs. Ah ouais, ok. Grosso merdo. On a des tables qui commencent MySQL qui commencent à être à plus de 10 millions. Et vous avez des chiffres un peu clés, genre nombre de factures par jour, par mois? Par mois, c'est 60 000 factures à peu près qui sont générées. Ok. Quand ça tape les 70 là. Ah donc en moyenne que 2 par utilisateur actif? Ouais, à peu près, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Alors, ça dépend. Il y en a qui, par exemple. Il y a des grosses disparités, quoi. Ouais, il y en a qui vont générer 10 factures, il y en a qui vont en mettre une seule par mois, enfin, ça dépend. Tous les 3 mois. Et il y en a qui font même pas de facture sur Abi. Il y en a qui font de la comptabilité, ils synchronisent leur compte bancaire. Ah, oui, bah oui. Ils utilisent leur livre de recettes, ils font leur stat, tu vois. Ok. Donc vraiment, en fait, c'est ça, c'est entre un dev qui facture un projet par mois et quelqu'un qui, par exemple, qui fait du ménage et qui va facturer 20 clients. Une par jour ou c'est ça, comme ça. Clients. On a vraiment des très très grosses. C'est un peu la difficulté aussi. Tiens, ça c'est une bonne difficulté, c'est qu'on a des métiers qui sont complètement différents. T'as quelqu'un qui va faire du ménage, t'as un dev web, t'as quelqu'un qui fait du bricolage. Déjà rien que l'appétence à l'informatique, enfin la compétence informatique, elle est complètement différente. Donc il faut faire un logiciel qui convient à tout le monde. Et t'as des besoins différents. Ouais, c'est ça, t'as l'impression à première vue que la facturation c'est rentrer tel champ, mettre ça dans telle catégorie. Mais ça va bien plus loin. Ouais, ça va bien et plus même, loin. Enfin, ça loin même au niveau des noms quoi. Parce que par exemple, nous on a un truc c'est des bons de commande. Pour un artisan en fait ça s'appelait autrement par exemple. Enfin, tu vois. C'est vraiment par exemple un acompte, toi t'appelles ça un acompte, ils vont appeler ça une situation dans le BTP.
Okay. Et en fait, tu vois, le mec, quand il va parcourir le logiciel, il va se dire, truc là, il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Tiens, c'est pas ça. Donc là, c'est vraiment un peu ce qu'on essaye de faire, de moduler l'app en fonction des métiers et tout. C'est un peu, je pense, que c'est le gros sujet quand tu te lances sur le marché de l'indépendant, tu vois. C'est que tu peux pas faire une app généraliste. Ouais. Enfin, tu peux avoir une app généraliste, nous on l'a. Par contre, maintenant, on essaye un peu de se spécialiser. Donc vous êtes parti sur une app généraliste Ouais. qu'on spécialise après, ouais. Plutôt que des verticales qu'on va déblayer. Ouais. En fait, plutôt que de se dire par exemple on va être la spécialité pour les devs. Ouais, c'est ça. Et après on va passer sur le ménage, sur les artisans, sur j'en sais rien. Dans le monde parfait, c'est le marketing qui drive ce truc-là. Okay. C'est-à-dire que si le marketing arrive à nous ramener, je sais pas, 20 000 devs par mois, bah là on va se dire ok, on va peut-être plus aller axer sur les devs. D'accord. Nous, il s'avère que c'est tous les trucs d'informatique, enfin graphiste, dev, tout ça qui répondent très bien parce que c'est nous. Le service à la personne. Le service à la personne parce qu'on a une offre. Okay. Donc ça on l'a construit avec les utilisateurs et tout. On a marché un peu sur une tendance de l'URSSAF. Vu qu'on était déjà maqué avec l'URSSAF, on a surfé un peu sur ça. Et le BTP. Alors là c'est inexplicable parce que le BTP on a une app qui est bleue. Où il y a aucun vocabulaire et tout, mais on a énormément de clients dans le BTP déjà. Okay. On l'explique pas trop, on n'a jamais fait de com artisan et tout, mais tu vois, du coup, ça veut dire qu'il y a un axe à faire. Donc là, on va peut-être aller chercher, par exemple, je prends un autre exemple, mais les profs à domicile, ils facturent avec des relevés d'heures. Ça se trouve, un jour, il faudra développer une fonctionnalité pour qu'ils puissent noter toutes leurs heures et facturer en un clic tout le mois, tu vois. Ouais. Et en fait, on va essayer de se spécialiser dans chaque activité comme ça, au fur et à mesure, quoi. Okay. Tu vois, par exemple, les devs nous demandent des API publiques pour pouvoir créer des factures via API. Tu vois, donc c'est des trucs. Il faut aussi développer. Il y a aussi du coup des gens qui sont pas non plus trop des devs, mais qui sont un peu finis sur la dose du no-code, Zapier, Integromat et tout. Donc, proposer également un système d'intégration via ces systèmes-là. Oui. Ils sont assez friands. Enfin, il y a vraiment plein d'aspects. Il y a des aspects aussi IA qu'on n'a pas encore trop. On aimerait bien beaucoup se mettre dessus. Il y a beaucoup de sujets autour. Mais la vague GPT et tout, c'est de pouvoir intégrer des systèmes d'IA dans l'application. Ce sera assez cool. Et là, la grosse, une des difficultés supplémentaires, c'est quand tu commences à avoir beaucoup d'utilisateurs comme ça, on a beaucoup de demandes. Comment tu priorises quelle demande? Tu vois, parce qu'il y a un truc, c'est, on est quand même une boîte. Ça, les gens, ils ont des fois ont un peu du mal à le comprendre vu qu'on a un logiciel qui a une offre gratuite, c'est que derrière, il y a des personnes qui doivent manger tous les mois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne de l'argent, tu vois. Tu peux pas développer une fonctionnalité pour te dire ça fait plaisir à Michel et Jacqueline aussi elle est contente parce qu'on a mis tiens ils peuvent changer leur photo de profil. Zéro ça rapporte ça. Non mais parce que c'est des trucs qu'on nous a demandé, tu vois, de pouvoir recadrer l'image de la photo de profil pour qu'on puisse bien voir la tête en haut du compte. En termes d'argent que ça va nous faire gagner, c'est zéro, tu vois. Donc c'est comment tu gères le nombre de demandes, parce que des demandes un sacré paquet. Un sacré paquet. Le nombre de demandes et derrière les features que tu développes et qui vont te rapporter de l'argent in fine. Et ça justement, comment vous gérez? Parce que un truc qui est assez cool, je trouve, alors qu'il y a chez beaucoup de concurrents et beaucoup d'autres services qui n'ont rien à voir, mais t'arrives sur l'app, t'as quand même un chat où certes tu peux pas discuter en direct avec quelqu'un à l'autre bout de la ligne parce que soit c'est gratuit, soit tu payes un abonnement à 20 balles. Bon, voilà, à 20 balles, t'as pas quelqu'un comme chez Soch, comme on disait tout à l'heure, qui répond à toutes tes questions directement. Mais voilà, t'as quand même du support derrière. C'est quoi un petit peu votre process, justement, pour réussir à accompagner un maximum de gens, mais en même temps, faire en sorte que derrière... ça, je pense qu'on a beaucoup itéré là-dessus. Il y a déjà le premier truc, c'est le produit. Le produit doit essayer de répondre un maximum aux questions des gens, en amont, tu vois. Ça, on aimerait bien le pousser beaucoup plus loin parce qu'on avait dit on va faire un peu du truc intelligent en fonction des pages que t'es, on va essayer de te suggérer des articles un peu différents. Puis la partie tutoriel aussi qui est pas trop mal. La partie tutoriel est plutôt pas mal. Même continuer à pousser ça parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire même sur ces aspects-là. Plus vraiment guider l'utilisateur quand il arrive sur l'application. C'est ok, en fait, je vais te montrer comment faire pour des tours en gros sur comment bien créer une facture, comment ça gère la TVA. Parce qu'en fait, il y a même un peu de l'incompréhension autour et c'est compliqué de la faire communiquer. C'est t'as créé une facture, comment ça se trouve dans la comptabilité. Je suis à la TVA, mais du coup comment je fais ma déclat. En fait, parce qu'il y a même des gens en fait, ils ont pas connaissance des trucs ça pourrait les intéresser. Par exemple, il y a des gens, ils pourraient être intéressés par le service à la personne. Ils en fait, ils savent pas c'est quoi. Donc, il y a toute la discovery même autour de leur métier qu'il faut faire passer. Mais c'est intéressant parce que là, ça va au-delà du logiciel. C'est vraiment, c'est de la compta et ça n'a rien à voir avec je clique sur un bouton pour remplir ma facture. Nous, on est plus on a passé le stade là, tu vois. Vraiment, le logiciel, il fonctionne. Enfin, on a un truc qui est abouti. Je pense, il est abouti.
il sera jamais fini, mais on a quelque chose qui fonctionne bien. Maintenant, c'est plus des choix, tu vois, de retour utilisateur. Donc, tu disais comment on gère les retours. Bah, t'as la partie où on essaye de mettre de l'aide en avant, comme tu disais, le guide et tout. Et on a aussi des opérateurs qui sont classés en fait par niveau d'implication dans le support. C'est-à-dire que t'as un niveau 1 où les gens vont répondre à des questions basiques, donc nos opérateurs au support. Donc là, c'est des personnes qui ont des connaissances globales sur ABI et ils vont répondre. Le niveau 2, ça va être, il y a des développeurs, des fois il y a des questions techniques, des choses comme ça. Et le niveau 3, ça veut dire qu'il faut faire soit un correctif profond en développement, soit faut améliorer la fonctionnalité parce qu'il y a trop de gens qui galèrent avec ça. Et après, c'est le juste milieu entre le revenu, qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent, qu'est-ce qui débloque aussi au support. Par exemple, s'il y a un bug, je te donne un truc tout bête. Il y a un bug sur la facturation, il est priorisé dans les 5 minutes qui suivent. Ok. Ça dépend de la gravité, évidemment, mais je peux plus créer une facture. C'est global à toute la boîte. Jérémy, le CTO, il prend son fil rouge et il y va, quoi. Tu vois, genre, il y a des niveaux d'importance de bugs. Et ouais, je dirais que c'est comme ça. Et en fonction des revenus, du nombre de personnes qui se plaignent des problèmes, des fonctionnalités qui avancent, du marché aussi, parce que tu vois, il y a des trucs un peu qui vont être compliqués. C'est que des fois, on va aller développer des nouveaux trucs qui sont pas demandés par les utilisateurs, mais que nous, on pense qu'ils peuvent nous rapporter du marché. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu dis, il y a une fonctionnalité sur la facturation qui est demandée depuis 6 mois, et là, on sort un truc tout nouveau, qui a rien à voir. Bah là, les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font, ça fait 6 mois que j'ai demandé ça, et ils sortent ça. Alors que je m'en fous. Mais ça ramène du marché derrière. Ça ramène du marché, ça se trouve, c'est pas des devs qui l'ont fait. J'ai un bon exemple, c'est, on a sorti une refonte de la page partenaire, qui est gérée par le marketing, qui a 0 ligne de code. Et j'ai vu, on l'a publié, et en mode, il y a des gens, ils se disent, vous sortez ça, mais vous développez pas les autres fonctionnalités. Ouais, derrière, ils comprennent pas que c'est pas les devs, c'est un lead pages ou je sais pas quoi. C'est une iframe qui est intégrée, qui est gérée par du no-code en marketing. Tu vois, donc c'est compliqué, ouais. Il y a ce juste milieu qu'il y a à faire, et puis on a les suggestions d'idées. Et il y a un truc qu'on a lancé, peut-être tu peux en parler, de discours. Ah oui, c'est assez intéressant. Ouais, la communauté, parce que alors du coup effectivement on a lancé un Discord aussi en parallèle qui avait super marché. Il y avait une grosse émulsion autour de Discord. Enfin, franchement les gens ils étaient c'était assez chaud. Le problème de Discord c'est que du coup c'est un peu close source non mais enfin il y a pas de scrapping par Google derrière. D'accord. Tu peux taper ton truc et en fait tomber sur un thread ouais Discord. bah ouais. Voilà. Donc du coup on a un peu laissé le projet un peu plus en plan. Il a commencé un peu à pourrir dans son coin et en fait on s'est dit bon en fait on va relancer la communauté. Mais cette fois plus en mode forum, un peu comme Fanary, je sais pas si c'est déjà, ou Trade Republic aussi, il me semble, un truc comme ça. Ouais, du coup, on a lancé un discours où l'idée en fait c'est créer un forum de la communauté d'Abi pour que les gens ils puissent en même temps répondre aux questions, faire des threads sur à la fois, alors soit sur Abi, soit sur leur activité, et en fait créer un peu par mégarde, enfin un autre centre d'aide parallèle où nous on n'a pas besoin d'alimenter, c'est les clients qui vont alimenter eux-mêmes. Tout ce truc là et ça c'est référencé et donc tu peux tomber dessus donc ça a deux aspects intéressants. C'est à la fois ce premier aspect ça va permettre aux gens ils ont un problème, ils vont tomber dessus via Google, et en plus de ça il y a des gens qui ont des intentions du style genre logiciel pour gérer la TVA. Ça se trouve le lien qui vont tomber c'est sur le forum Abi, donc c'est intéressant ça. On pense justement pas assez souvent, je trouve, à faire travailler ses utilisateurs. Et des fois, on se dit, faut mettre des ressources à tel endroit, alors que peut-être que ces utilisateurs et ces clients sont déjà gratuits, peut-être plus qualifiés aussi pour répondre. Et ça, je pense, c'est ce qu'on parlait au tout début tout à l'heure, le fait qu'on soit humain et qu'on ait aidé les gens et en le faisant vraiment de bon cœur, on a des gens qui passent un temps phénoménal à répondre aux autres, parce qu'en fait, ils savent que l'équipe, on n'est pas là juste pour faire de la thune et se casser après, tu vois. C'est vraiment genre, on a envie de créer un truc cool autour d'Abi, et on a des centaines de réponses qui se font tout seuls toutes les semaines. Ouais. Et typiquement ce forum, ça aurait jamais pu exister si derrière il y avait pas la création de contenu. Parce que au tout début d'Abi, alors là le problème c'est qu'on a ralenti le rythme des releases. Dû à ce qu'on disait, l'augmentation des gens, le fait qu'on soit sous-staffé en tech et tout, et que il y a plein de problèmes à gérer quotidiennement avec les utilisateurs qu'on a déjà. Bon, on va remettre de l'énergie quand on va recruter les personnes là, notamment avec l'app mobile. J'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? C'est pas la communauté. Oui, la communauté. Et
J'ai perdu le fil. Non, ouais, bah la communauté, le fait voilà d'aller chercher comment on disait, de faire en sorte de faire travailler entre guillemets ses clients, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout, alors ça c'est un truc qu'on s'était vraiment pas rendu compte à la base, c'est à quel point des fois il y a des gens qui étaient passionnés, mais enfin ça nous a étonné quoi. On avait des gens sur Discord, des modérateurs. Ouais. Et c'était à joie et nuit. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était hors d'atteinte de parce que t'as l'impression que tu les fais travailler, mais en fait, pour eux, c'est pas du tout comme ça qu'ils le voient. Ouais. Ouais, ça fait partie de leur passion. En plus, derrière, potentiellement, ils ont des objectifs. En plus, ils sont monteurs. Donc, en plus, ça permet d'augmenter leurs compétences. Ouais. Ils trouvent des clients et tout. Enfin, et vraiment, enfin, cet aspect où t'as des gens qui deviennent des fanboys. Vraiment, les early adopters et fanboys de la marque. Enfin, moi, ça me sidère, quoi. Enfin, c'est trop cool. Ouais, de ouf, ouais. Et du coup, en plus, du coup, ils peuvent maintenant aller sur la communauté Abi pour aller modérer. Et j'ai retrouvé le truc que j'avais perdu, c'est au début, on faisait des keynotes. Ouais. On s'en a un peu perdu avec le rythme des releases qui est un peu descendu. Mais tu vois, Corentin, il prend le temps de faire vraiment un changelog assez compréhensible par les utilisateurs de qu'est-ce qui a été sorti dans la nouvelle release. Et avant, on faisait des présentations, vraiment Nicolas, c'était Nicolas et Corentin qui animaient le truc. Ils aiment bien faire les guignols à la caméra. Tu vois, nous on est très, on n'a pas peur. Enfin, tu vois, genre des fois, Corentin il anime des webinaires, il y a 500 personnes devant, c'est comme s'il parlait à sa grand-mère dans la cuisine. Enfin, tu vois, c'est vraiment ultra à l'aise et on faisait des keynotes comme ça. Et en fait, même, c'est une anecdote, les premiers abonnements Abi ont été designés avec la communauté. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec un PowerPoint, on avait la version gratuite, la version Start et la version Pro. Je sais même pas si la version Pro existait peut-être. Ouais, je crois. Et on leur a dit, bah voilà, ça c'est l'agencement des fonctionnalités qu'on a imaginé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on a bougé des trucs en live avec les gens et tout. On a construit vraiment les abonnements. Et les gens nous disaient, bon bah ça, ok, ça vous demande un peu de maintenance. Enfin, tu vois, on expliquait aussi, ça prend du temps, ça prend du machin. Tu vois, par exemple, on a une fonctionnalité de relance automatique des impayés. On a des problèmes avec notre mailer, mais ça demande un temps de maintenance qui est infernal, tu vois. Et le truc là, en fait, tu peux pas le laisser gratuit. Parce qu'en fait, si à chaque fois qu'il y a un utilisateur gratuit, qui fait intervenir un dev, on calcule pas comme ça, on n'en est pas là, mais tu te dis un dev, il intervient une demi-heure sur le problème, ça coûte combien? Ça coûte 50 €. Bah, 50 € que t'as mis à la poubelle, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est abusé quand tu commences à raisonner avec les coûts. Ouais, puis après, faut calculer. Ok, mais cette feature, si je la mets en gratuit, ça va me ramener combien en plus d'utilisateurs qui vont passer en... Enfin, c'est un bordel monstre. C'est le dilemme un peu constant et qu'on réfléchit. En fait, on a remanié nos offres 20 fois. 20 fois, il y a des gens qui payent encore le tarif de début parce qu'on a peur de leur dire maintenant vous payez plus cher. Et du coup, vous gardez je sais plus comment ça s'appelle cet effet là où quelqu'un qui paye 7 abonnements aujourd'hui, dans 6 mois, si les offres ont changé, il paye toujours l'abonnement. Pour l'instant, on a toujours fait ça, ouais. Les gens, ils doivent payer 2 balles par mois, même. Enfin. Je crois que c'était 4,99 le plus petit. Le plus bas, ouais. 4,99. Ouais, encore peut-être même moins parce qu'il y en a qui ont même fait des offres et tout. Ah oui, peut-être avec les gens, ils doivent payer 2 € pour un truc qui vaut maintenant 12 balles par mois, quoi. Mais donc là, vous avez genre combien d'offres différentes, pas sur le catalogue? En termes de pricing? En termes de pricing. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y en a une trentaine. Une trentaine de prix. Et encore, pricing, c'est différent parce qu'un gars qui paye 2 € par mois, parce qu'il a acheté hier et 2 € aujourd'hui. Et oui. Tu vois, c'est encore différent. On a un bout de code. Alors qu'il doit être, je vais montrer, il doit être à peu près comme ça, qui gère si le mec s'est inscrit entre ça et ça. Il a accès à ça. Et en gros, on a un truc qui return des tableaux de features que t'as le droit d'utiliser. Ouais, en fonction de tes dates d'inscription. En fonction de tes dates d'inscription. Oui. Parce qu'on a toujours voulu être, tu vois, notre truc c'est vous vous inscrivez avec ce prix-là, avec ce machin-là, à ce moment-là, vous aurez ça. Netflix, ils ont fait simple, hein. Vous êtes là, hop, dégagez, vous payez plus cher. Demain, vous êtes pas content, ouais, bah ouais. Nous, tu vois, en fait, on n'est pas encore une marque assez grosse, comme on disait tout à l'heure avec Soch. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu le revers de la médaille. Ils voient que c'est des petits jeunes et ils disent, ok, bon bah eux, ils ont pas d'expérience. Je vais pouvoir leur gueuler dessus et j'aurai tout ce que tu veux. Et ils ont pas forcément tort parce que tu vois, quand t'as quelqu'un qui gueule, bah tu vas essayer de lui résoudre son problème, tu vas essayer de comprendre. On a eu encore le cas aujourd'hui, t'as quelqu'un, il arrive. Ouais, peut-être pas le dire, c'est qu'ils ont raison de gueuler. Non mais tu vois, t'as 15 commentaires qui apparaissent partout pour un truc en plus qui est pas grave. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? Le truc va exploser. Enfin, tu vois, des fois les gens se rendent pas compte comment ils sont durs. Avec vu que tu parles à travers un chat. Ouais, tu parles à un logiciel. C'est ça. Donc le client est roi.
Enfin, c'est le... Ça, c'est un peu le mindset français. C'est un peu le mindset, donc ouais. Et, Vous en avez beaucoup des cas comme ça ou... Non, ça reste très minoritaire. Après, juste, ça augmente au fur et à mesure, mais enfin, tu dis genre sur... C'est proportionnel, quoi. Ouais, c'est ça, genre t'as 10 personnes sur 30 000. sur 500, bon bah le truc c'est que quand t'as 15 000 utilisateurs, bon, voilà, ça fait... ça ouais, c'est ça, ouais. Et tu dis, on a 30 000 à peu près utilisateurs qui se connectent tous les mois. Et ouais, si t'en as peut-être 10 qui nous font vraiment, qui nous prennent la tête par mois, et en fait, le problème, c'est que vu que t'as beaucoup de gens, tu sais, de pas avoir de trous dans la raquette, c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire que t'as des conversations qui vont rester en suspens. Ah ouais. Et tu sais, de s'organiser pour essayer d'y répondre. Alors, la team support, ils répondent bien, mais en tech, tu sais, on nous remonte un problème sur Slack. Bah, toi, t'en as déjà 10 000 en train de gérer dans ta tête. Et des fois, t'as des trucs qui sont à l'abandon pendant un mois. Ouais, c'est ta to-do list, en fait, qui se remplit. Après, c'est pas pour les prioriser sur GitHub, mais en fait, c'est pas réellement, enfin, les gens peuvent le percevoir comme un bug, mais en fait, c'est pas un bug, c'est juste un manque de feature. Donc, tu dis, ok, en fait, le type, c'est quoi le rise derrière, c'est quoi l'impact, et tout. Bon, tu dis, ok, il y a 10 personnes qui sont impactées. Il y a ça à côté à faire, ça impacte 500 personnes, je vais faire ça en premier. Du coup, hop, les mecs ils reviennent, et à un moment, ça pète, quoi, parce qu'ils sont en mode. Je suis pas content, et du coup, mais justement, est-ce que vous continuez à faire ça en mode des lives, là, comme tu nous expliquais, un peu comme des keynotes, pour expliquer au public qu'on a moins de release. Ouais. Tu vois, le rythme de release est plus petit, donc là, c'est des Notion qui sont envoyés. D'accord. Avec, par contre, des screens qui sont bien faits. Tu vois, c'est une doc qui est bien faite. Par contre, après, on a envie de remettre ça en place quand on aura un rythme. Remettre ça en place, ouais. Ça permet d'avoir du contact humain avec l'équipe. Puis tu vois, on parle de la présentation pendant 1 heure, et après, t'as des gens, ils restent, on faisait des afterwork avec la communauté et tout. En fait, on aimerait bien, à terme, aller plus loin et mettre la communauté en physique. Faire des events, tu vois, genre... moi, mon rêve, c'est qu'on ait des espaces de cowork Abi. Tu vois, genre d'avoir des endroits physiques où les indépendants qui ont Abi ont accès à des cowork, des trucs comme ça. Et vraiment, la vision, c'est d'avoir le one-stop shop des indépendants. L'application qui réunit tous les besoins de l'indépendant. C'est pour ça que on n'a pas de mal à rediriger quelqu'un qui a 5 employés, par exemple, sur des logiciels comme Penny Lane. Parce que nous, c'est pas notre cible. On va être très bien pour quelqu'un qui est freelance, indépendant. Ouais, mais à partir du moment où tu as une typologie qui est plus importante, là, on n'hésite pas à dire, on n'est pas adapté. C'est ça. Et ça aussi, je pense, c'est important avec nos clients, c'est on n'essaye pas de les faire venir à tout prix, tu vois. Ouais. C'est qu'on a des clients qui viennent et on se rend compte que notre logiciel, c'est pas leur besoin, c'est pas leur logiciel. Passez votre chemin, allez voir un autre concurrent qui sera sans doute plus adapté. Et on va pas essayer de leur faire miroiter. C'est vraiment pas dans le truc où les commerciaux essaient de faire miroiter mon émerveil et pour faire juste venir les gens et ensuite qu'ils soient insatisfaits. C'est vraiment pas notre objectif. Ouais, ça on l'a un peu appris sur le terrain, parce qu'il y a des fois où, je sais pas si tu te souviens, mais on a fait des exports pour des gens. On a codé pendant 2 semaines parce qu'il y avait un mec qui nous menaçait de péter les plombs. Enfin, tu vois, de vraiment aller loin. Pour un type, quoi. Ouais, parce qu'il avait un problème. Il menaçait d'aller loin, tu vois, genre de porter... Parce que vous étiez pas clean sur le juridique ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça, c'est que en gros, lui, il a payé pour un logiciel comptable et il pouvait pas faire les exports qu'il voulait pour son comptable, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vois, et ça, maintenant, on le fait plus. Ouais, parce que du coup, vous aviez pris un client en mode si t'inquiète, le produit est fait pour toi, alors que non, ouais. Et derrière, faut gérer. Et sur le coup, vous vous êtes dit, c'est bien, ça fait un client en plus. Sauf que ça fait 2 semaines de travail en plus derrière. Exactement. C'est ça. Et un client à 19 € par mois, 2 semaines de travail de dev, il sera jamais je suis pas sûr que ça soit rentable. Ouais. Bon, après, on arrive toujours à sortir le code pour en faire quelque chose de bien, tu vois. Enfin, on s'en est servi de ce qu'on a fait, mais voilà, faut pas tomber dans ce piège-là. Et c'est compliqué, hein. Comme on disait tout à l'heure, plus t'as de demande, plus t'as envie de servir les gens. Et nous, tu vois, on n'aime pas dire aux gens non, on le fera pas. Parce que tu sais, les gens ils viennent te dire vous pouvez me faire ça, vous pouvez machin, est-ce qu'on peut avoir cette fonctionnalité et tout non. Bon tu peux pas juste dire non, faut expliquer pourquoi. Expliquer pourquoi et tout. C'est pour ça que la keynote, je la trouve hyper intéressante, l'idée. Et un peu comme ce que fait Arc, un peu une page Notion qui sort toutes les mises à jour en mode on a fait ça. Et puis un backlog un peu en mode là on va sortir ça mais à tel moment parce que machin. Mais là ça revient à de la création de contenu et limite tu fais un vlog quoi. C'est le travail que Corentin fait. Non mais vraiment il fait des looms et tout. Il y a un loom de 4 minutes qui est sorti pour la présentation. Et même tu vois on est en train de développer le rapprochement bancaire. Il a fait un diagramme avec des flèches, tu vois, pour montrer en vert le niveau d'avancement du développement des fonctionnalités. D'accord. Parce qu'en fait, les gens, le rapprochement bancaire, c'est associer une facture avec une transaction. Ouais.
Nous derrière, il y a une base MongoDB qui a les factures, une base MySQL qui a les transactions bancaires. Faut les lier. Et donc ça c'est en cours ça c'est en cours. Cool. Non mais tu vois t'imagines le travail qu'il y a entre genre t'as une base MySQL, une base Mongo. Faut que t'arrives à lier les deux entités et les gens tu vois ils ont l'impression vous êtes bêtes, c'est juste deux trucs qui doivent faire clic clic tu vois. Mais du coup question toute bête justement, je suis peut-être le client bête qui comprend rien, mais est-ce que déjà il y a pas moyen de le faire à la main? Tu vois, est-ce qu'il y a pas moyen de ça impacte beaucoup de choses derrière, tu vois, genre de tout ce qui va être calcul pour pas compter en double, parce qu'actuellement on a deux systèmes qui fonctionnent un peu décorrélés. Ouais. On a les factures et les transactions bancaires. Ouais. En fait, il faut faire en sorte que quand tu vas déclarer à ton URSSAF, t'aies pas tes transactions bancaires et tes factures qui sont vraiment... Mais ce que je veux dire, c'est que sur la partie analyse, par exemple, est-ce qu'il y a pas moyen de dire, ok, j'associe une facture et c'est moi, utilisateur, qui choisit et qui fait en sorte le travail de... C'est ce qu'on va faire dans une première version. Ouais, okay. C'est ce qu'on va faire, Mais rien que pour ça, déjà, il y a techniquement, pas mal de... Bah, pour que ce soit rapide. En fait, vu que tu vas charger sur une autre base de données et tout, il faut que tu vois que, genre, quand tu vas faire ta liaison entre les factures, les devis, les machins, tout soit bien réactif. Et puis, comme je te dis, on commence à avoir des tables où il y a plus de 10 millions d'entrées. Tu te dis, à 60 000 factures par mois, on doit en avoir quelques millions aussi. Bah, tu vois, genre, faut pas faire nimp avec la donnée, faut faire en sorte que ce soit performant, parce que si on met un truc en prod et qu'en fait, ça marche pas. En plus, on commence à avoir des problématiques de migration. En fait, quand on avait développé certaines features, les structures de data étaient du style A, quoi. Mais en fait, maintenant, ils nous le font en B. Du coup, il faut faire la bonne migration pour que ça arrive là. En fait, il faut passer de MongoDB vers du MySQL. Donc, ça requiert de prendre tes identifiants côté MySQL, de les remettre sur MongoDB et inversement pour faire des systèmes interopérables entre les legacy et les nouveaux. Il y a pas mal de chantiers. Ouais, c'est... Mais c'est hyper intéressant ce sujet-là, parce que là, typiquement, tu vois, je te pose une question en mode, mais attends, et pourtant, je suis dev, alors bon, je suis pas aussi calé que vous et encore moins que vos devs, mais tu vois, t'as l'impression de se dire que faire ça revient à, ok, ça, et puis en une après-midi, c'est codé. Et je trouve que c'est intéressant pour des gars, justement, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui se disent, ok, j'ai telle idée en tête, je vais me lancer dans le développement de ce truc-là, de ce site web, du SaaS, du machin, de je sais pas quoi. Et c'est vrai que souvent les gars qui me demandent conseil, parce que bon ils tombent sur mes vidéos et souvent c'est un peu les sujets, ils se disent je vais le faire moi-même, ou justement encore pire, quelqu'un qui n'a pas les compétences qui est technique, qui se dit tu peux pas me trouver un dev là et puis en quelques jours c'est fait. Moi je leur dis écoutez les gars, ok, si vous voulez, je connais pas votre truc. Mais moi, je leur sors toujours la phrase de mon prof de génie logiciel en école d'ingé qui m'a dit, quand tu veux savoir combien de temps va développer une feature, va te mettre à développer une feature, t'estimes le temps, tu fais x2, et ensuite tu passes à l'unité supérieure. Donc genre une journée, ça fait 2 jours, et en fait ça fait 2 semaines. On n'est pas loin de la vérité. On n'est pas loin. On est vraiment pas loin. Alors nous, on est toujours très optimistes. Trop, peut-être des fois. Et on l'a été trop, tu vois. Et c'est l'expérience. C'est l'expérience qui fait que maintenant on essaie de... Mais tu vois, avant on aurait dit, refaire ça, il y en a pour 2 semaines. Maintenant on se dit, il y en a pour 4 mois. Ouais. Parce que, alors, il y a un autre truc, c'est que tu peux pas te dire, je me lance dans le dev de ça et j'arrête tout ce qu'il y a derrière. Ouais, il y a ça aussi. T'as tes 30 000 clients qui te demandent des trucs et il faut pas les laisser pendant 4 mois sans réponse, tu vois. Donc... c'est un peu un jonglage, faut être en tandem. Après, par exemple, pour les devs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, vraiment des devs sortis d'école d'ingé et tout, vraiment, quand tu commences un projet, c'est pas non plus trop de prendre la tête. Par exemple, je sais qu'on a lancé des projets, on a essayé d'aller trop loin. En termes clean archi. Alors trop loin à la fois dans les features et trop loin dans la technique. Du style, on va suroptimiser, on va déjà prévoir le cas pour comment en fait on va gérer ça avec 1 million d'entrées, 1 million de clients. Et en fait, du coup, tu t'embarques dans du code où tu essaies de faire, ok, en fait, l'API, ça va être du Rust, ça va être du Go, ça va devoir être optimisé de la bonne façon et tout. Et au final, vraiment, c'est simple. Si c'est juste un petit serveur Node ou un serveur PHP, ça marche, quoi. Au début, Au début. Et franchement, par exemple, pour les gens, se lancer, je parle pas après quand t'as une grosse app, mais vraiment, juste le lancement, ça sert à rien non plus de trop se prendre la tête. Et c'est après quand tu commences à avoir des clients et de la thune qui rentre, là tu peux commencer à poser les questions. Et nous, c'est ce qu'on fait, quoi. On a plein de questions qu'on se pose. Au final, c'est par palier, quoi. Là tout de suite, on va pas se dire, ok, on va essayer de gérer comment on va faire pour avoir plusieurs data centers.
On y va étape par étape, quoi. Bah, en fait, je pense que c'est des étapes qui sont essentielles et qui te feraient gagner beaucoup de temps par la suite. Donc là, encore une fois, on parle du gars qui se lance, à condition que tu saches à 100% que ton projet va marcher. Si effectivement tu t'es sûr que voilà d'ici 1 an t'as 10K utilisateurs, d'ici 2 ans, etc. Dans ce cas-là, effectivement, le raisonnement le plus intelligent serait peut-être de se dire ok, prends tes 3 mois pour développer ton MVP et ensuite au moins tu vas partir sur des basses-scènes et là t'aurais peut-être moins les problématiques que vous êtes en train de gérer en ce moment. Faut être sûr, quoi. Mais faut être sûr. Et le problème c'est qu'on peut pas être sûr. Bah ça peut être une app tu vois qui est développée, je te dis n'importe quoi, par la SNCF, pour leur agent en interne. Bah là ils vont avoir beaucoup de monde. Tu sais qu'il va y avoir, tu le sais. Ouais. Par contre, quand tu vends un produit que tu connais pas le marché, tu sais pas si les gens en ont besoin, bah là, tu vois, c'est ce que tu dis. Il faut y aller au plus simple. Faut faire. C'est vrai que nous, tu vois, on a des ambitions européennes. Des fois, on arrive dans la cuisine, on boit un café, on se dit purée, mais comment on va faire quand on aura un data center qui devra répliquer les données et tout machin. Puis tu vois, il me dit bah, je commence à regarder de temps en temps, tombe sur des trucs, puis on verra le jour où ça arrive. Ah, tu penses que c'est ça vos problématiques à l'échelle européenne, c'est les data centers plutôt que les questions de législation, de machin, de différence entre les pays. Il y aura aussi des problèmes dans tous les sens, c'est sûr. Vraiment techniquement. Ok. Législation, tu vois, la facturation, je peux te dire assez simplement qu'on peut la distribuer partout en Europe là actuellement. Ok. À part changer les taux de TVA, on va pas trop en galérer, tu vois. Ouais. C'est ça qu'il y a ces deux problématiques. Il y a problématique produit où c'est effectivement qu'est-ce qui se passe quand, en fonction des pays, tu dois adapter. Donc ça, voilà. Et après, techniquement, c'est, j'ai un data center à Paris, j'en ai un qu'à Amsterdam, j'en ai un qu'à Francfort, qu'est-ce qui se passe quand le type requête l'application, tout simplement. Enfin, parce que t'as un truc d'NIS Anycast qui va taper sur, du coup, le bon data center, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si la deuxième requête, ça part sur Paris? Faut répliquer comment ça se passe la réplication des data entre les deux. Alors, tu vois, c'est des dires comme ça. Oui. Des fois, on s'amuse à réfléchir 5 minutes dans la cuisine, puis on retourne à coder notre petit truc. Et puis voilà, non. Ça calme les ardeurs. Ça sert à rien de suranticiper, tu vois, on peut pas se mettre sur une table pour faire une réunion alors qu'on sait même pas quand est-ce qu'on va le faire et Bah, tu vas réfléchir à comment résoudre 10 problèmes, sauf qu'il y en a qu'un qui va surgir, quoi. Donc, c'est ça. Ou alors, voire même, celui que t'as fait surgir, en fait, c'est pas celui-là. Tu vois, c'est un autre. Et puis, on essaie quand même un minimum d'anticiper, mais au scope de connaissances qu'on peut avoir, tu vois. Genre, tu sors une nouvelle fonctionnalité, tu vois, l'exemple des requêtes qui font 16 secondes, bah ça, bon, c'est difficilement testable, tu vas pas importer toute la base de données sur une autre base. Déjà, t'as pas le droit et c'est un peu chiant, tu vois. Là, après, voilà. Plus tard qu'on aura plus. Après, c'est les aides d'équipe, on essaie de faire avec ce qu'on a, quoi. Parce que, genre, plus tard, on se dira, ok, en fait, on pourra faire de la génération de data synthétique sur une base de données en local ou dans des CICD pour tester ensuite nos différents requêtes, mettre en place de l'artillerie pour bombarder, voir c'est quoi la charge maximale que peut supporter chaque instance. Mais après, c'est toujours pareil, il faut des ressources, des devs. C'est ça, et ça c'est un peu l'utopie du développeur, parce qu'en fait on a envie de faire un bon travail, on a envie de bien faire, donc dans ta tête ça fuse, tu veux faire ça, mais en fait, ensuite dans la pratique, en fait tu peux pas faire 10% et encore je suis gentil, quoi. Donc faut prioriser au maximum et être assez pragmatique. En fait, je pense que c'est le pragmatisme qui... Et nous on a de la chance, c'est que Nico, qui est aussi dev de base et CEO, il comprend nos problématiques et il nous fait confiance, tu vois. Parce que souvent dans des boîtes tech, dans des boîtes de SaaS, t'as le CEO, il est marketeur, il sort d'HEC, ou de je ne sais quelle école de commerce, et il comprend pas les problématiques, et les devs, ils disent, non, mais ça prend, 2 fois 2 semaines, en fait. Ça prend 3 semaines, et il va te dire, oh punaise, mais vous pouvez pas le faire. Foutez de moi, c'est un bouton. T'es un branleur. C'est ça, tu vois, et derrière, il comprend pas ce qu'il y a là. Bon, après, je pense que des fois, on fait des choix qui sont pas pragmatiques aussi, et ça, on se remet en question, on essaye de faire en sorte que ça n'arrive plus. Mais, que ça arrive de moins en moins, tu vois, mais le fait que Nico soit CEO, et comprennent la tech, c'est quand même tu vois, moi j'aime bien délirer quand t'as le CEO qui va en base et qui fait une requête SQL, quoi. Ça, t'en pas souvent des mecs comme ça. Et je pense que des boîtes tech qui ont des founders tech ont plus de chances de réussite que l'inverse, tu vois. Doctolib, j'ai entendu, Micode, il avait fait un truc sur le fait de la sécurité. C'est le founder de Doctolib qui a été faire un patch à 3h du mat sur la prod. Bah oui, parce que il faut, tu vois, et je pense que ça peut difficilement marcher autrement que comme ça, quoi. Ok. C'est notre avis, quoi. On s'inspire beaucoup de boire. Ça marche bien pour l'instant. Ça marche bien. Et justement, c'est quoi un peu les prochaines étapes là
dans les mois à venir en termes de features, en termes de recrutement. Donc là, a priori, il y aurait 2 nouveaux postes techniques. Ouais. Mais sur l'année 2024, si par exemple, il y en a qui regardent le podcast... alors du coup, il y a deux, on a déjà commencé, on va faire de manière un peu temporelle, c'est vraiment du coup le rapprochement bancaire, parce que c'est quand même un truc qui est très demandé, ça permet d'asseoir un peu plus les aspects comptabilité du logiciel. On a l'objectif aussi de refondre complètement le système de facturation, justement dans ce délire où on veut pouvoir un peu gérer la charge et aussi les avis clients. Il y a l'application mobile qui est très demandée, et franchement ce serait vraiment cool qu'on ait, en plus du rapprochement bancaire. Genre, tu prends ton téléphone, en photo ton justif, boum, ça se met sur Abi, tu fais le rapprochement, t'as ta compta, enfin bref. Puis c'est déjà pas mal, hein. Et c'est déjà pas mal. Ouais, et puis... ensuite, la dernière étape. On coupera peut-être au montage l'idée là. Ça marche. Encore confidentiel. Un petit peu. Ouais. On verra si on coupe. Et du coup, recruter pas mal de gens. Parce que l'idée, c'est. Donc là, on va relever des fonds à la fin de l'année, normalement. Si on va déjà faire une levée de fonds dans très très peu de temps. Ouais, on fait une petite levée de fonds histoire de recruter justement pour l'appli mobile et tout. Ouais. Donc ça c'est déjà bouclé et on va relever des fonds en fin d'année pour justement là accélérer sur les projets qu'on a et puis accélérer. Enfin, en vrai des features à développer on en a tellement, tu vois, et à vendre. En fait là on a 2 plans, on aimerait bien en sortir un 3e. Où tu vas avoir des gestions un peu plus compliquées, ceux qui gèrent les stocks et tout. Tu vois, c'est beaucoup demandé, ça. Et c'est un peu aller se spécialiser dans des branches. Tu vois, ça se trouve, on va pouvoir créer alors ça on sait pas, mais créer des offres spécialement par type de métier. Ouais. Une offre pour les profs à domicile, une offre pour les artisans du BTP. Enfin, tu vois, vraiment essayer d'aller conquérir un peu tous ces marchés qui sont assez segmentés de niche, mais qui représentent quand même pas mal de monde. Et après, ce qui est cool, c'est qu'un prof en France travaille à peu près de la même manière qu'un prof en Allemagne ou quoi. Donc tu vois, c'est plutôt assez transposable. Nous, on a plutôt des ambitions européennes que des ambitions à aller chercher des sociétés plus grosses, comme on disait tout à l'heure. Ouais, d'accord. Vraiment, nous, c'est se concentrer sur l'indépendant et pas aller divaguer dans des trucs, les fiches de paie et tout. C'est pas notre délire. On a déjà, rien qu'en France, on a un marché à 4 millions de personnes, c'est énorme. On doit avoir 0,001% du marché. C'est ridicule. Ouais. Et l'idée de par exemple taper sur des plus gros typologies d'entreprises, en fait là tu vas commencer à taper dans du Sage, dans du Penny Lane, dans du Time. Et en fait, c'est des boîtes. J'en sais qui font déjà bien leur taf aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Qui font leur taf, c'est une bonne boîte. Et nous, on n'a pas on sait qu'on n'a pas les côtes et on sait que du coup le marché sur lequel on est déjà bien implanté. On y va à fond. Notre but c'est d'éclater le marché et après on se dira ok, on a réussi à éclater le marché, on verra pour taper d'autres. Et parce que tu vois, nous, notre délire, c'est que là, pour l'instant, on arrive à bien monétiser les indépendants. Ouais. Ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Tu vois, des boîtes comme Shine ont commencé par les indépendants et sont allés plutôt sur le marché de conto, aller gérer de la PME maintenant. Et c'est ça, c'est là où ils ont les plus grosses marges. Bah ouais, parce qu'il y a, tu vois, genre par exemple, au lieu de vendre un compte bancaire à 10 € à un indépendant, ils vont aller vendre un compte à 100 € à une PME. Tu vois, par exemple, nous, notre abonnement conto, je crois, il coûte 150, 200 € par mois. Ouais. Parce qu'on est une quinzaine à l'utiliser. Et tu vois, le truc, c'est que nous, on a l'impression d'avoir trouvé un petit truc qui permet de monétiser les indépendants et d'aller rajouter des briques autour pour augmenter, tu vois, peut-être il y a des gens, ils vont payer 10 €, peut-être il y en a, ils paieront encore les 2 € pendant je sais pas combien de temps, mais t'en as derrière qui vont réussir à payer 100 € parce qu'ils ont besoin de plein d'offres qu'on va développer dans Abi. Et pas des trucs compliqués, tu vois, par exemple, on aimerait bien pousser un peu plus l'axe CRM aussi, parce que tu vois, un indépendant n'a pas besoin d'aller sur HubSpot. Par contre, de savoir que son mail a été ouvert par le client, ça peut être sympa, tu vois. Et ça, c'est des choses qui n'existent pas sur Abi et qu'on va implémenter. Les documents aussi, le paiement en ligne. Le paiement en ligne, par Stripe. Tu vois, les signatures des contrats. On a déjà les signatures des devis, mais t'as des contrats, je sais pas, de prestation de services, des choses comme ça, qui peuvent être signés en ligne. Ça, c'est des choses qu'on va venir ajouter au fur et à mesure. Le stockage des documents un peu à la JET, un stockage sécurisé de documents. Un peu comme un drive, quoi. Un drive où, en fait, tous tes documents légaux, tu peux limite les foutre à la poubelle et en fait, ils restent quand même légalement éligibles sur l'application. D'accord. Il y a plein de... L'application mobile, il y a plein d'idées. Le tap to pay. Du coup, ça concurrence un peu SumUp, même si SumUp ils ont un vrai truc, donc tu peux mettre ta carte, mais rien que le fait de dire, ok, t'as, je sais pas, une sophrologue, un médecin, hop, tu sors ton téléphone, tu mets le montant, le mec il met sa carte sur le téléphone et hop, ça paye, tu vois. Oui. Alors, et du coup, c'est relié à ta facture et machin. C'est relié à ta facture. Et tu vois, c'est ça, c'est vraiment essayer d'automatiser le truc le plus possible. Là, vraiment, la vision, c'est one-stop shop des indépendants en faisant gagner le plus de temps possible.
et en étant conforme et que tu te poses pas de questions à savoir si tu vas te faire. On a déjà eu des clients qui ont eu des contrôles fiscaux et qui ont utilisé Abi pour les présenter. Et tu vois, on a eu des très très bons retours, quoi. Genre, tu télécharges tes documents de vente en un clic, tu donnes ça à un contrôleur et il se débrouille, tu vois. Par exemple, un truc tout bête, c'est on a un PDF où les gens peuvent cliquer sur les factures avec les montants associés, tu vois. Ouais. C'est tout bête. C'est pas un truc ça nous a pris peut-être 2 jours à dev, tu vois, mais c'est des trucs UX qui sont au-dessus des autres concurrents qu'on va pouvoir avoir, quoi. Ok. Ça marche. Et du coup, aujourd'hui, vous arrivez à être rentable avec les abonnements et les... Ouais, alors... On est à l'équilibre. Ouais. C'est-à-dire le truc c'est qu'on est plus dans une stratégie d'hypercroissance. On pourrait on se fout dans le rouge le plus souvent possible pour en fait c'est mais volontairement quoi. Volontairement, ça pourrait aller le plus vite possible, avoir le plus de parts de marché possible et rapidement. Et puis pouvoir investir sur du développement, du marketing, faire grossir notre... Je pense pas qu'on aurait pu faire ce qu'on a fait en 3 ans sans avoir fait sans lever des fonds aussi souvent aussi rapidement. Ouais. En vrai c'est une sorte de c'est une fuite en avant, quoi. Ouais, en plus, du coup, le but, c'est une cuillère, quoi. C'est genre, tu démontes le plus rapidement possible. Genre, tu dépenses le plus pour après que la courbe de croissance, elle revienne vraiment le plus rapidement. Et hop, ça fait un dent de scie comme ça pour vraiment rentrer dans une hyper croissance assez folle. Enfin, c'est. Ouais. Et donc, vous voyez vraiment la levée de fonds comme le fait de passer de 1 à 10 plutôt que de 0 à 1, ce qui souvent, on se dit, faut que je lève des fonds pour lancer mon produit. Nous, on a fait les deux. Alors, on a fait les deux. Il a fallu de la thune pour lancer le projet en soi. Donc, on a commencé comme ça. En fait, tout le projet a été financé par de la levée et de la dette concrètement. Mais je dirais que c'est plus par step. C'est-à-dire que de 0 à 1, ça va être des business angels. De 1 à 10, ça peut encore être des business angels, voire des clubs de business angels qui vont se réunir. Donc là, on parle de montants qui vont jusqu'à 300 000 euros, par exemple. Et de 10 à 100, là, tu vas aller chercher des fonds d'investissement qui vont pouvoir mettre des budgets à au-dessus du million, 4, 5, 10 millions d'euros, tu vois. Donc je dirais que en fait, tu changes de type d'investisseur en fonction de où t'en es dans ton projet. Donc nous, là, tu vois, on est plus dans l'étape fonds d'investissement, mais on a eu une 40aine de business angels avant, tu vois. Donc, et après, ce qui est cool. Ouais, même des gens qui, vraiment, c'était en mode, je suis chaud, je viens, je mets 5000, tu vois. On avait plein d'investisseurs dans tous les sens et c'était pas là effectivement où quand tu commences à rentrer dans les séries A, séries B, je pense que Nico il en parlera peut-être mieux que nous, mais bon, c'est un type qui va prendre l'ensemble du fonds, un fonds qui va prendre l'ensemble de la levée. Ou les 2 tiers, tu vois, et il va mettre un paquet, genre la levée c'est 10 millions, il va prendre 6 millions, tu vois, et il prend tout. Ouais, c'est ça. Et par contre, ce qui est cool avec les business angels au début, c'est que nous on a pu poser plein de questions à plein de monde. Vu qu'on avait énormément d'entrepreneurs. Qu'on vendu des boîtes et tout. C'est aussi le côté conseil qui le côté conseil au début, c'est plus le côté conseil que le côté argent. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Marc Rochman. Combien de fois Nico l'a eu en call en disant écoute, je suis en train de faire ça, je sais pas si je vais dans la bonne direction, qu'est-ce que tu ferais à ma place, tu vois, et en fait, jamais personne te dira ce qu'il faut faire. Ça on l'a compris. Juste le fait de parler avec des gens qui ont de l'expérience, ils vont pouvoir t'ouvrir un peu l'esprit, tu vois, ils vont te dire 80% sera des conneries. 20% sera non mais vraiment des conneries dans le sens où par rapport à ta situation actuelle, c'est pas ça, tu vois. Par exemple, Marc, il a des inspirations qui viennent des États-Unis. Il va te parler de son point de vue de quelqu'un qui a fait des trucs aux États-Unis dans un marché français qui est 6 fois plus petit. Et c'est ça, tu vois, les trucs gratuits au début et tout, on a été très inspirés par ce qu'il nous a dit. Il avait pas la vision du marché français. Mais par contre, d'une certaine façon, il avait raison parce que ça a quand même lancé le business, mais après en autre, côté business, c'est, côté rentabilité et tout, c'est pas applicable en fait à le marché. C'est ça. Et du coup, il va te donner plein de questions comme ça, plein de conseils, c'est plus des questionnements au final. Et toi, après, ça va t'aider à te faire un raisonnement. Après, je reviens là-dessus, on a de la chance, on est 4. Quand on a un problème, tu vois, on en discute. On essaie de se creuser la tête tous les 4, tu vois, avec des niveaux de confiance qui sont différents en fonction des sujets, mais on essaye de... Un peu nos canards... C'est vrai, on est nos canards dorés quand on discute de problématiques. Trop bien, merci les gars. Avec grand plaisir, podcast trop cool. Hyper intéressant et franchement j'ai hâte de voir les petites features qui vont sortir à l'avenir. Là on va remettre là le CTO, tu vois, il est blanc. Dis-toi qu'à la fin de l'année il sera plus blanc que son pull. Merci beaucoup de nous avoir invités en tout cas, Quentin, c'était trop cool. Super sympa. Top, merci les gars.